Alors bonjour à tous, ici Guy Saint-Cyr, joyeux Noël et bienvenue à cette première édition de On jase de films de Noël. Aujourd'hui, contrairement à l'habitude, je m'entretiendrai non pas avec un, mais avec trois invités. Je suis l'arbre et ils sont vos cadeaux. Pour nous parler des comédies de Noël des années 90, ma première invitée croit encore au Père Noël et décore sa maison avec la même passion qu'un Clark Griswold, Julie Beausoleil. Salut Julie! Salut, merci de l'invitation, c'est vraiment cool. Merci à toi. Avec ma deuxième invitée, avec qui on va parler de la romance des Hallmark Movies, j'accueille celle qui fait battre nos cœurs sur l'air du Parapapam-Pam, Josiane Aubuchon. Allô, j'adore les descriptifs que tu nous as préparés. Ça a été fait très tard hier soir, soyez indulgents. Je trouve que c'est on point. Et enfin, pour se projeter dans les adaptations de A Christmas Carol, du passé, du présent, voire même du futur, j'invoque l'esprit de Charles Beauchesne. Balivernes, tout ceci ne sont que des balivernes. Humbug. Le pire, c'est que je pense même pas ça. En plus, j'adore Noël. Je trippe comme un fou. J'ai juste passé une semaine à écouter 5 versions différentes du même vieux monsieur grognon me dire que Noël, c'est des balivernes. Alors, voilà. Mon Dieu, il y a beaucoup de Scrooge, les amis. J'ai un peu peur de pogner en feu là, avec ces petites lumières-là sur moi, Guy. Je suis pas sûre que ça va toffer. C'est sûr qu'on fait un film comédie, là. Si jamais tu pognes en feu, au moins on te voit, donc on va pouvoir appeler la police puis les pompiers assez rapidement. Donc, le danger est amoindri. Et sinon, tu peux juste les enlever si jamais ça devient trop chaud et dangereux. Oui. Si ça devient chaud, c'est louche, parce que ça pourrait mettre le feu à n'importe quoi où tu mets les lumières. Effectivement. On ne forcez jamais à tolérer les affaires qui deviennent trop chaudes. C'est souvent mauvais signe. Ouais. Avant qu'on entre dans les sujets, je me demandais, c'est quoi les premiers films, c'est quoi vos premiers souvenirs de films de Noël quand vous étiez petit? Si je commence avec Josiane. Mes premiers souvenirs de films de Noël, je pense que ça va être plus des dessins animés, ce qui était diffusé à Ciné-Cadeau. Là, en fait, je pense que je fais partie de l'équipe Astérix. Pour moi, c'est Noël. Genre, c'est les premiers films que je regardais. Puis sinon, comme véritable film de Noël, j'ai soit Le Sapin des Boules, qui est quand même sorti à la fin des années 80, puis je suis née en 86. Fait que, c'est quelque chose de vraiment marquant. Puis sinon, le Noël des mopettes, que ça, c'est genre, les chansons, c'est un bon mot au cœur à l'année. Ça me fait capoter. Je suis pas pro comédie musicale normalement, mais ça me rentre dans le cœur comme un poignard. Les autres, Charles, mettons? Moi, j'ai, mon Dieu, un peu la même chose que Josiane, en fait. Je suis une génération ciné-cadeau, fait que ça a été beaucoup des mêmes Astérix, des mêmes Tintins, et des mêmes vieux films d'animation danois qui auraient passé nulle part ailleurs que dans les ciné-cadeaux du début des années 90. Sinon, mon Dieu, au risque d'être une grosse caricature de moi-même, l'étrange Noël de Monsieur Jack, moi, ça a changé quelque chose dans ma vie. Et depuis que je suis un adulte, en fait, mes films de Noël, c'est devenu comme la trilogie du Seigneur des Anneaux, la trilogie des Pirates des Caraïbes et plus récemment, la trilogie du Hobbit, qui est pour moi maintenant mon film de Noël préféré, même si ça n'a pas vraiment rapport avec Noël. Il y a des gnomes, il y a des gnomes, puis des vieux magiciens. Là. C'est quelque chose de Noël dans tout ça, j'imagine. Julie, dans ton cas? Mais moi, c'est ça, les enfants, comme Home Alone, toutes ces affaires-là, moi, on dirait que je m'associais tellement aux enfants qui vivaient des affaires avec des méchants, là, comme moi, je me promenais, j'avais toujours comme des billes à proximité au cas où que je me fais attaquer par un gros monsieur sale, comme j'ai vraiment, tu sais, j'accrochais les affaires d'enfants, fait que, tu sais, maman, j'ai raté l'avion, Home Alone, mais tu sais, il y a aussi comme toutes les versions poches de méchants qui courent après des enfants de Noël, là, fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est comme maman, je m'occupe des méchants, puis maman, j'ai raté l'avion. Puis là, c'est comme ils ont changé le petit gars, là, à un moment donné, puis c'était bien tout blanc, là. Fait que ça, j'ai pas aimé ça. Mais ça reste que tous les enfants qui vivent des trucs
Tu sais, la guerre des tucs, tu sais, Ouais. aussi, ça rentre dans les classiques aussi d'enfants. Les Goonies. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Marc Labrèche n'avait pas fait un espèce de film pas bon, le Mathusalem, là. Je sais pas trop. Attends, non, on peut pas dire que c'est pas bon. Wow, Très bon. wow. Très bon, les wow. Mathusalem. Ouais, mais ça rentre dans les films qui sont Noël, ou sinon, c'est tout ce qui est Walt Disney. Tu sais, moi, je recevais des VHS, fait qu'Aladin, pour moi, c'est Noël, tu sais, parce que je l'ai regardé dans le temps de Noël, puis Père Noël, c'est Aladin dans ma tête, là. Fait que, en tout cas, comme tout ça qui est mélangé, fait que, voilà. C'est drôle, en vieillissant, tu te mets à avoir envie que dans ces films-là, que les méchants finissent par attraper le petit garçon. Plus ça avance, plus je me mets à rooter pour les voleurs dans ces films-là. Mais ils sont pas bons. Ces films-là enseignent aux enfants à répondre et je n'aime pas ça. Non, mais tu sais, c'était le fun aussi que l'enfant soit le héros, mais comme en vieillissant, je suis comme, ils sont pas Jean Christy, là, les voleurs. Comme... Un petit peu. Puis ça donne aux enfants l'illusion qu'ils sont plus malins que les adultes, et ça, je suis pas d'accord avec ça. Quelqu'un devrait remettre les enfants à leur place. Moi, c'est bizarre, hein, je m'identifiais pas en tout à ça. Ça me divertissait, là, mais j'étais pas de celle qui se disait « Oh mon Dieu, ça pourrait m'arriver, donc je vais traîner des billes. » Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans un rang où je connaissais tout le monde, où c'est trop difficile de se rendre à ma maison quand il y a de la neige, qu'on dirait que j'avais pas le référent de « Je m'identifie, il faut que je sois prête. » Moi, j'étais plus comme Rocorico. Vous rappelez-vous de ça? Oui. Rock-a-Doodle de Don Bluth avec le coq qui devient Elvis. Là. Exact! En tout cas, pour voir le film, là, mais c'est ça, right? Wow, Rocorico, Rock-a-Doodle, j'adorais ce film-là quand je ce film-là. Le J'adore méchant, ça! c'est un hibou sorcier là, qui devient géant à la fin. Là. Oh, you bet your ass, ma fille, qu'il n'y a pas mieux que cette affaire-là. Puis le coq devient Elvis, puis il fait comme un peu une espèce de dépression, comme Elvis dans ses mauvaises années où il était ses médicaments. Oui, à cause du showbiz. Oui, puis c'est un coq qui a grandi en campagne. Genre, c'est un coq, c'est sûr. Écoute bien, il habitait dans une basse-côte. Un peu genre comme Elvis, en tout cas, un petit garçon de... Je pensais jamais qu'on se rendrait jusqu'à Rocorico ce matin. Non, mais ça vient d'arriver. Ça a pris 5 minutes. Julie, elle s'identifiait à Macaulay Culkin. Moi, je m'identifiais à un gros coq qui chante qui fait une dépresse. Les deux finissent mal au final, là, on s'entend. Là, mais quelque chose, là, il est drogué. C'est un drogué! Dans Rocorico, en fait, il découvre que le problème, c'est le showbiz, en fait, puis ils sortent de là. Il y a vraiment une bonne leçon de Noël à apprendre. C'est une excellente morale. Mais vous rappelez-vous aussi que Rocorico s'est mêlé, tu sais, c'est un film d'animation, mêlé avec des images de vraies personnes, parce qu'il y a des gens sur une ferme qui vivent une inondation en même temps que dans le film. Ça part du livre d'images que le petit Elliot décide d'ouvrir à ce moment-là. Et les illustrations du livre prennent vie et tout ça. C'est un prétexte pour être un magnifique dessin animé de Don Bluth dans ses belles années. Oui, mais Charles, j'ai l'impression que c'est toi le génie derrière le film. On dirait que tu es un spécialiste. Non, les dessins animés étaient mes amis pendant une grosse période de ma vie. Il faut attendre plusieurs Noëls. J'adore ça. En tout cas, voilà, j'adore. Voilà. Donc, on va revenir avec Julie et les comédies de Noël. Quelles comédies t'ont marqué? Tu voulais commencer avec Christmas Vacation, Le sapin a des boules de 1989. Mais quel classique! Quel classique de vie! Moi, je le regarde à chaque année, puis tu sais, ma mère est comme, on le regarde ensemble, puis ma mère, elle l'haït, tu sais, comme, elle est comme, encore ce calice de film-là, mais elle le regarde pareil avec nous, puis on finit tout le temps pareil, puis à manger des After Eight, tu sais, mais c'est vraiment très familial, là, comme film, puis les personnages sont savoureux, surtout le genre de beau-frère dégueulasse qui est capable d'être aussi drôle, mais il y a aussi un côté très émotif avec sa famille. Tu sais, il y a de quoi qui est le fun dans ce film-là pour ça, parce qu'on peut pas le détester, même si c'est un gros dégueulasse. Oui, qui est joué par Randy Quaid. Qui est joué par Randy Quaid avant que Randy Quaid devienne complètement cinglé. Randy Quaid, aujourd'hui, est persuadé que la CIA cherche à le tuer. Donc, il est venu vivre à Montréal à un moment donné. Il habitait à Vancouver, il habitait à Calgary. Il vit au Canada, puis il est comme une espèce de nomade au Canada. Fait qu'il fait sa ronde, puis il est toujours persuadé que s'il reste trop longtemps quelque part, la CIA ou le FBI va venir le descendre. Ça, c'est Randy Quaid aujourd'hui, ce qui ressemble un petit peu... La magie de Noël. Mais ce qui lui fait ressembler un petit peu à son personnage. On peut s'imaginer que son personnage dans Le sapin des boules est devenu ce gars-là
Je suis persuadé que C'est la jamais CIA le une cherche. bonne chose quand tu finis par transitionner vers devenir un personnage que tu as interprété. Il y a des ondes de Effectivement. télé qui ont été omises. Ah ouais, mais tu sais, ce Effectivement. film-là, il y a tellement. Tout est dans ce film-là, tu sais, comme les comédies de situation, que c'est de plus en plus gros, la guerre des guirlandes, tu sais, qui a le plus de lumière sur son... Tu sais, comme il y a plein d'autres films, comédies, on dirait, qui ont parti de petites scènes du sapin des boules pour en faire un film au complet d'1 heure et demie, là, tu sais. Fait que moi, je trouve que c'est savoureux, chaque scène est drôle, puis chaque scène n'a pas nécessairement rapport avec l'histoire au final, parce que c'est plus un gag, là, c'est plus souvent des gags, mais moi, j'aimerais que ça existe encore une espèce de sapin des boules 2021, mettons, là, qu'on se dit pour l'année prochaine, qui est quelque chose qui est pas... c'est pas là pour nous faire apprendre des leçons tant que ça non plus, là. C'est vraiment juste Non, pour... il n'y a pas de morale. Puis... C'est un film à sketch. Hein. C'est ça, c'est un film à sketch s'engouffrer avec des... Tu sais, puis on s'entend, il y a aussi tout qu'est-ce qui est... il regarde sa piscine là, avec la chanson. Son modèle réduit de hawaïenne. Ouais, c'est ça, Josiane, avec la belle fille. Ouais. Oui. En fait, moi, j'avais une question pour toi, Julie, parce que je vis un amour vraiment intense, moi aussi, pour ce film-là. Puis j'étais curieuse de savoir, c'était quoi ta scène, ton sketch, ton moment, bref, parce que moi, j'en ai un au top de la liste, là. Ah ouais, mais c'est tellement dur à dire. Moi, un de mes préférés moments, c'est quand il y a l'écureuil là, dans le sapin. Là. C'est celui-là! Pour vrai! Mais moi, c'est tellement niaiseux. Tu sais, c'est comme à quel point ça peut être niaiseux que tu as un écureuil dans ton sapin qui finit par brûler ta maison, puis toute la carpette, puis tout pogne en feu. C'est excellent, là, tu sais. Puis le chien qui embarque là-dedans, ça a dû coûter des millions de dollars, tu sais, de tout briser cette vaisselle-là. Moi, faire le ménage dans ce film-là, on dirait que je m'imagine faire le ménage à chaque fin. Puis ça m'angoisse de le regarder. Je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Fait que, non, il y a un effet de catharsis, ça peut être obligé de nettoyer ces affaires-là. Il n'est pas obligé de nettoyer un sinistre à Noël. Ça fait du bien. Ça, je pense faire des fêtes légères. Même la dinde, il y a de la boucane dedans. Tu sais, tout. La dinde, je me souviens quand j'étais petit, ça me donnait envie de vomir quand je regardais cette scène-là, qui ouvre la dinde puis toutes les entrailles séchées à l'intérieur. C'est pas un traumatisme d'enfance, mais pas loin. Là. À chaque fois que j'ai vu une grosse dinde sur une table, j'avais peur que ce soit aussi dégueulasse. Puis t'as juste la mère qui dit « Bon, mais il y a peut-être le cœur qui est encore bon. » Ça, là, ça m'écarte. Est-ce que c'est un film avant que Chevy Chase devienne un gros fucker? Ou il était déjà comme ça? Il a toujours été. Il a toujours été, je pense. Il paraît qu'il avait commencé à être fucker parce qu'il y a des documentaires en ce moment sur Netflix sur les grands films de Noël. Oui. The Movies That Made Us. Puis c'est ça, moi je ne l'ai pas encore écouté, là, mais j'ai un ami qui connaît mon amour du sapin des boules, qui s'est fait une joie de venir me puncher dans la gorge en me disant il paraît que Chevy Chase était déjà une marde sur le tournage du sapin des boules. Moi, ça me rend bien triste, là, mais bon, que veux-tu? Il est comme Rococorico, là, le showbiz, il a monté en tête. Le showbiz complètement anéanti. C'est comme le genre de film aussi, tu sais, qu'il n'y a pas de morale à part le capitalisme, là. Ouais. Tu sais, à la fin, c'est comme j'ai eu mon augmentation de salaire, tous mes problèmes sont réglés, je vais avoir une piscine. Il n'y a rien d'autre. Puis c'est un gars qui a déjà une énorme maison à Chicago dans un quartier qui n'a pas de sens. Monsieur Griswold gagnerait beaucoup à se faire visiter par 3 fantômes. Un de ses sapins à des boules. Ça, ce serait écœurant, là, dans le souhait. On souhaite, Julie, de 2021, une nouvelle version du sapin des boules qui mash up avec les Noëls du passé, du futur et du présent. Moi, genre, explose. Christmas Vacation of the Past, Present and Future. Oui, puis tu pourrais penser tout à ce qu'il a fait de pas correct. Tu sais, Chris Wald, le papa, il est quand même, tu sais, il est très misogyne, là, tu sais, puis ça c'est pas un temps bon papa, il est juste comme là pour ses propres intérêts, il s'en fout un peu de ses enfants. Il s'en fout de sa femme. C'est ça, c'est un one-man show, mais comme malaisant, mais je comprends pas pourquoi j'aime ça, là, mais j'adore ça pareil. Moi, j'aime ça quand il est dans le grenier, puis comme il se pogne, le grenier, il est pris dans le grenier, puis là, tout est pris, puis là, il voit tous ses enfants sortir, puis comme, j'aime ça. J'aime ce personnage-là.
Moi, c'est drôle parce que j'ai pas vu Le sapin a des boules, j'ai juste vu Vacances à Vegas. Mais il est pareil dans le film à Vegas aussi. Je suis comme, oui, je sais, Monsieur Griswold, quel gros enfoiré qui va aller jouer tout son argent au casino pendant que sa famille le truste. Puis que sa fille devient danseuse. Oui. C'est comme toujours la même famille. Tu sais, les Griswold sont aussi allés en vacances en Europe. Ouais. Tu sais, moi, je les ai toutes écoutées, là, l'espèce de char, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ils ont tout le temps une espèce de char plaqué bois. Brun, là, ouais. Puis là, ils font des vacances, puis ils jouent. Sa femme, c'est toujours Beverly D'Agostino, là, la belle blonde. Tellement mais belle, les enfants, ils ont comme évolué, là, changé avec le temps. Mais cette espèce de famille-là où ils vont à Wally World. Oui, le premier. Ça, c'est bon! C'était bon, ça! Ça, là, pour moi, c'est des comédies des années 80, boboches, mais qui m'ont rempli le cœur. Je les écoute encore à chaque année. Ouais. Puis moi, je trouvais ça funny que cette même famille vive toujours. Tu sais, Clark Griswold, je l'aime, ça fait un des boules, mais je l'aime pour tout ce qui est dans les autres mauvais films de vacances qui m'ont plu, tu sais. Oui. Si on passe à ton prochain film, Julie, que tu voulais parler, c'était Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion de 1990 et 1992 si on prend la suite à New York. C'est réalisé par Chris Columbus. Fun fact, c'est les deux films, Christmas Vacation et Home Alone, sont scénarisés par John Hughes, qui a aussi fait The Breakfast Club, Planes, Trains and Automobile. OK, mais je peux te sortir avec? Il est malheureusement décédé. Oh non! Oh non! Mon sugar daddy, enfin! Il finit tout le temps par mourir. Mais non, mais c'est que moi, j'adore ces films-là. Ben, il y a encore pas beaucoup d'histoires. Je veux dire, on ne se tient pas sur une grosse trame narrative, là, mais ça reste que c'est un enfant qui vit des affaires. Puis moi, j'aimais ça, parce que je tripais sur les intrépides, dans ce temps-là aussi. Puis tout était là, les enfants espions, là, comme un peu les enfants qui résoudait, ça dit pas ça, mais qui se résoudent des enjeux et des énigmes. Puis la courte échelle aussi, c'était dans ces temps-là. Fait que, tu sais, je veux dire, Kevin, là, McAllister, là, lui, là, OK, il est tellement intelligent. Puis ma scène préférée, c'est quand la chanson, c'est Rocking Around the Christmas Tree. Puis là, il fait aller les mannequins devant sa fenêtre pour faire semblant qu'il y a des gens. Puis là, il est comme tout pensé à ça. Le présentoir de Michael Jordan sur un train électrique. Exact. Mais tu sais, c'est tellement intelligent, puis c'est tellement des affaires que j'ai l'impression que des enfants peuvent penser, mais n'ont jamais les budgets pour le faire, tu sais. Puis cet enfant-là était dans une grande maison, puis il pouvait utiliser tout à sa portée pour se sauver des méchants, tu sais. Puis c'est comme un grand fantasme en tant que jeune de pouvoir, mettons, justement, sauter sur un lit d'adulte, tu sais, comme manger de la pizza toute seule le soir, regarder des films qui sacent dedans, tu sais, comme toutes les choses que les enfants, des petits mini-fantasmes que moi, je regardais, puis j'étais comme, je veux être Kevin! Puis c'est ça. Fait que c'est comme un espèce de un feel-good movie. Puis le 2 à New York, c'est sûr que je l'aime, mais je l'aime moins parce que je pleure tout le temps à cause des maudites colombes. Là. Je sais pas trop la madame qui donne une colombe à Kevin, puis là, qui sème, puis là, c'est une itinérante. En tout cas, moi, moi, les films que je pleure, j'aime pas ça, fait que je l'aime pas. Bon. Je trouve pas que Home Alone 2, c'est exactement comme Home Alone 1, mais crinqué à 12 dans un décor new-yorkais. Ouais. C'est presque plan pour plan le même film. C'est assez fascinant. Oui, avec Donald Trump qui fait une petite apparition, entre autres. Oui. C'est lui dans le plaza. Il connaît cet hôtel. Il s'est fait pisser dessus dans une chambre, très possiblement. C'était son rendez-vous vers lequel il allait, effectivement. Puis là, à ce moment-là, comme oui, Kevin, c'est par là. C'est par là. Excuse-moi, il faut un rendez-vous. Kevin, je vais faire des choses d'adulte. Mais oui, non, moi aussi, j'ai un bel attachement. Tu sais, à chaque fois chez nous qu'on se passe quelque chose à table, on va dire passe à Kevin. Il y a comme des phrases de ce film-là qui sont restées dans la culture populaire, qui sont reliées à l'enfance. Moi, j'aime beaucoup, en vieillissant, j'aime beaucoup la scène où Kevin se retrouve à l'église avec le monsieur qui lui faisait peur. Oui, non. Ça, c'est mon petit-fils ou ma petite-fille, je me souviens plus, dans la chorale. Ouais, c'est ça, c'est sa petite fille dans la chorale. Puis en vieillissant, cette scène-là vient tellement me chercher, je sais pas pourquoi, mais tu sais, c'est la découverte que la personne que tu croyais méchante, finalement, était juste une personne avec un grand cœur qui voulait juste étaler du sucre dans la rue pour pas que les gens se fassent la gueule. Mais tu sais, c'est comme la peur de l'inconnu, tu sais, comme la peur du monsieur, puis il parle pas, puis tu sais, c'est sa gêne aussi que
Il y a tout ça qui est beau. Puis ça rajoutait aussi une tension dans le film, dans le 1, parce qu'il y avait les méchants. Oui, qu'on savait qu'il était méchant, mais ce monsieur-là, il était bizarre, là, tu sais, avec sa pelle et tout ça. Puis moi, il me faisait peur. Moi, j'avais peur. Puis même en sachant qu'il est gentil, parce qu'à la fin, c'est comme un élément qui aide quand même beaucoup Kevin. N'empêche que moi, j'étais comme, il est encore méchant, je pense. C'est comme dans ma tête, j'avais pas... Il attend juste que les autres voleurs soient partis pour mettre Kevin dans le un pédo, là, j'étais là. Il va tuer Kevin. C'est sûr que ça, tu sais, puis finalement, non. Puis même encore aujourd'hui, je le truste pas. Fait que, en tout cas, à voir. Ouais. Mais Chris Columbus a vraiment cette particularité-là d'être un réalisateur qui est très facilement capable de simuler le point de vue d'un enfant sur les affaires, autant dans Home Alone que dans... C'est lui les 2 premiers Harry Potter, si je ne m'abuse, juste le premier. Il y a ça aussi dans les 2 premiers Harry Potter qu'on ne retrouve pas dans les autres, le point de l'émerveillement enfantin face à la magie, que ce soit celle de Noël ou celle de Poudlard. Puis tu sais, celle de Noël, oui, mais c'est celle d'être un enfant qui devient un adulte en 1 seconde parce qu'il n'y a plus d'adultes autour de lui, tu sais. Fait que là, il devient, tu sais, il faut qu'il aille faire l'épicerie. Moi, je capotais, là, sur ça, là, tu sais, il allait faire l'épicerie. Moi, tu sais, je jouais, quand j'étais petite, mettons, je jouais à, je sais pas trop, là, tu sais, le jeu d'auto, là, Thief, je sais pas trop. Grand Theft Auto? Ben moi, je jouais pas, tu sais, à Grand Theft Auto. J'aimais conduire dans Grand Theft Auto, puis j'arrêtais au stop pour être une adulte. Fait que moi, j'aimais ça voir Kevin faire des affaires d'adulte dans ce film-là. Fait que j'étais comme c'est vraiment un fantasme d'enfant pour moi, ça. Est-ce que cette brosse à dents est homologuée par l'association des dentistes? C'est la seule phrase dont je me souviens de ce film-là. Ben moi, en fait, là, ce film-là, qu'est-ce qui m'a marqué beaucoup? C'est aussi la musique. Quand j'étais petite, je m'en rendais pas trop compte, là, mais en vieillissant, je trouve que la trame sonore est malade. Dans le sens que, tu sais, je sais pas c'est qui l'a composé. Là, John Williams. Oui, c'est John Williams. Le gars de Star Wars et du premier Harry Potter. Oui, et de Hook et de... Oui, c'est ça. Et 1000 autres films. Mais c'est incroyable, dans le sens que je trouve vraiment que ça fait une espèce de différence. Là. Justement, tu sais, quand il fait son setup, là, quand il se prépare, il prépare tous les mauvais coups pour que les casseurs flotteurs arrivent. C'est incroyable, la musique, ce que ça fait. Ça met vraiment dans l'ambiance. On dirait que je pourrais comme fermer mes yeux, mais le beat est tellement bon. Tu sais qu'il y a quelque chose qui frétille, que ça m'allume. Puis ce film-là, là, je ne sais pas comment ça l'a pété au box-office, mais ça devait être incroyable. C'est énorme. Ouais. Parce que moi, j'ai un souvenir là, d'où je viens. Les cinémas, c'est grand comme ma gueule. Puis à l'époque, c'était encore plus petit. Puis il y avait un cinéma qui avait décidé comme de vendre plus de billets qui rentraient de monde dans la salle pour aller voir le film. C'est illégal, là, on s'entend. Puis je me souviens qu'on est rentré dans la salle de cinéma avec mes sœurs. Puis il y avait, tous les sièges étaient pris, puis il y avait des enfants assis dans les allées. Puis moi, je me suis comme, je sais pas trop comment je me suis installée, là, à mi-chemin, assis à terre, en tout cas. Mais tu sais, c'était genre... C'était vraiment gros, là, tu sais, pour qu'un cinéma fasse « fuck les lois! » puis qu'il fasse rentrer plein de monde, « fuck les sorties de secours ». On dirait que je suis comme, ça devait être vraiment immense comme phénomène que moi, je m'en souviens pas, j'étais trop jeune, à part du film. Mais j'imagine que tout le monde parlait de ça partout, là, tu sais. Oui, puis il y avait des jeux. Moi, j'avais un jeu sur, tu sais, les disquettes, là, des petites disquettes molles, là. Oui. Ouais. À l'époque, là, j'avais un jeu de Home Alone, là, puis là, il fallait que je mette des billes, puis là, il fallait que je mette une araignée à des endroits pour que quand les méchants arrivent, tu sais, c'est devenu comme vraiment intense, là. Il n'y en a plus des films comme ça. Non. Puis même Macaulay Culkin, je me souviens plus quand, mais il a déclaré « Moi, je peux ne pas travailler pendant 1 an, puis dans le temps des fêtes, j'ai plein de gros chèques de plusieurs milliers de dollars qui rentrent, puis je vis avec ça. » Puis il va vivre avec ça jusqu'à sa mort parce que les redevances qui touchent, parce que c'est diffusé partout dans le monde, sur toutes les chaînes, dans toutes les langues, c'est un des plus grands films de Noël qui existent, en tout cas au niveau du box-office, au niveau du succès, au niveau de même la reconnaissance critique de ce film-là a été forte. Puis c'est foutrement bien écrit en plus. Tu sais, John Hughes a fait un bon travail de tout ce qui se passe a une répercussion plus tard dans le film. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. J'adore ce film-là. Mais on va passer à ton autre film dont tu voulais parler, l'autre comédie. On se projette en 2003 avec Elf, le lutin de Jon Favreau, qui est un très bon documentaire. Justement, les Movies That Made Us ont fait un bon documentaire sur Elf que j'ai regardé hier soir. Mais c'est quoi Elf? C'est quoi le lutin?
Le lutin, bon, ben, c'est un lutin qui est pas un lutin. En fin de compte, c'est que c'est un homme qui s'est ramassé à être au pôle Nord, mais il n'était pas supposé. Puis il a été élevé par le Père Noël et élevé par les lutins. Mais tu sais, c'est clair que lui, il grandissait plus vite, puis il est très grand, puis il est dans un monde de petits lutins. Puis à un moment donné, il décide de trouver son vrai père, qui habite à New York, évidemment. Tu sais, Oui. tous les papas du monde entier habitent à New York et travaillent dans une grande crise de tours. Puis, tu sais, c'est tout le temps ça, les papas, si vous cherchez votre père, il travaille à New York et il est très riche. Donc, il part à la recherche de son père à New York, puis il connaît pas la vie sans magie, tu sais. C'est un homme adulte qui ne connaît pas la vie sans magie. Donc, quand il arrive à New York, il ne comprend pas il capote parce qu'il y a de la gomme n'importe où, en dessous des tables, en dessous des rampes. Puis lui, il pense que c'est de la gomme gratuite, mais il va la manger. Tu sais, pour lui, tout est magie, mais dans un monde triste et gris. Fait que, moi, ce que j'aime beaucoup là-dessus, c'est qu'on arrive à faire... La morale de l'histoire, c'est que même si tu es un adulte, tu as le droit de croire au Père Noël, puis tu as le droit de croire à la folie de magie, puis tu as le droit d'avoir un cœur d'enfant, même si tu es un adulte, tu as le droit de déjeuner avec du sirop d'érable puis des spaghettis si ça te tente, tu sais. Fait que moi, c'est un film qui me fait pleurer, mais c'est un film aussi qui me retouche beaucoup parce que moi, je crois encore beaucoup à la magie de Noël, puis je trouve qu'on perd ça en vieillissant, puis ce film-là me rappelle que j'ai le droit d'être bizarre puis d'avoir une marionnette. Là, j'ai le droit d'avoir ce côté-là enfantin puis de croire parce que c'est plate, sinon la vie est grise puis on arrête d'écrire des bonnes histoires puis on arrête de transmettre cette magie-là. Fait que c'est Zoé. Zoé Deschanel qui fait, je me souviens plus son nom, mais qui est l'intérêt amoureux de Will Ferrell dans ce film-là. Là, ouais. Elle chante tellement bien. Puis la scène de la douche que les deux chantent ensemble, c'est drôle, mais c'est beau, puis c'est touchant. En tout cas. C'est drôle parce que d'une certaine façon, Elf, c'est aussi un passage à l'âge adulte de Noël. Sauf que dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui a vu entre guillemets, son passage à l'âge adulte retardé et qui se ramasse à être un adulte qui est obligé de devenir un adulte. En tout cas. Non, mais t'as raison. Oui, c'est vraiment ça. Mais l'espèce de scène là, où toute la ville se met à chanter pour pouvoir recréer de l'esprit de Noël, en fait, parce que c'est ça. Il y a le traîneau du Père Noël qui ne peut plus voler parce que tout le Les monde gens croient à New York ne croit plus. Fait que là, tout le monde se met à chanter, puis là, c'est diffusé sur le réseau des nouvelles, en tout cas dans le film. Ça, moi, ça me fait broyer. Là, Quel tune il chante? Quel tune de Noël il chante déjà? Santa Claus is coming tonight. You better watch out! Ouais. Puis c'est pas beau, là. Parce que même les gens qui chantent mal ont le droit de chanter. Puis moi, j'étais comme, ouais, enfin! Enfin! C'est une finale très Charlie Brown-esque, je trouve. Si vous croyez à la magie, le vaisseau, le traîneau du Père Noël va décoller. Allez-y, puis on va chanter la tune la plus étrange de Noël. He knows if you've been good or bad. He knows when you're asleep. Oui, c'est ça. T'invoques un monstre rendu là. C'est vraiment jouer à Ouija avec le Père Noël. Il y a le demi-frère, le demi-frère du lutin là, qui est avec le Père Noël. Puis là, il peut voir que la diseuse de nouvelles, là, justement, la présentatrice, elle souhaite se faire demander en mariage par son chum. Fait que là, ils le disent à la télé. Fait que là, ils sont comme, oh mon Dieu, c'est vrai que le Père Noël connaît tous nos souhaits. Fait que, tu sais, c'est trop cute, ce film-là. Moi, j'embarque, là. Full pin. Tu sais, Will Ferrell, il arrive dans un endroit, puis il est comme, non, ça ressemble pas à Noël, là, ce magasin-là. Ça n'a pas rapport, là. Vous avez mal décoré ça. Puis là, il passe la nuit à construire des affaires, puis à rendre ça super beau, puis super magique. Puis ça fait du bien. Je suis comme, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas être magique? Pourquoi pas? Est-ce que c'était un film de Will Ferrell avant Will Ferrell? Oui. C'est l'histoire de Elf. C'est ça qui est parti, la longue lignée des Will Ferrell en tant que protagoniste. C'est arrivé entre Night at the Roxbury et Old School. Fait que c'est l'époque où il faisait des petites apparitions dans les Austin Powers, Smith et compagnie. Là. C'était cette période-là. Il venait de sortir de SNL ou il allait sortir de Saturday Night Live à ce moment-là.
Donc, ouais, il n'était pas encore rendu à faire Anchorman. Puis, et aujourd'hui, c'est Sherlock Holmes avec John C. Reilly qui assume la reine d'Angleterre avec un appareil photo pour prendre un selfie. Ce que vous avez fait à Sherlock. Mais j'accroche sur ce que tu as dit, Julie, en disant que tu crois encore en la magie de Noël. Si je tourne la question vers Josiane, vers Charles, est-ce que vous avez encore cette croyance-là d'une magie de Noël? Comment vous vivez vos Noëls pour faire vivre cette magie-là? Ben, Charles, vas-y, Josiane. OK. Vas-y, je te le donne. OK. Bon. Ben oui. Ben moi, en fait, j'aime proclamer que je suis moi-même la magie de Noël sur deux pattes, là, incarnée. La magie de Noël incarnée avec une petite touch du terroir des Noëls dans la tête. Ça, je pense que c'est moi. Puis, ben oui, je crois vraiment à la magie parce qu'en fait, dès que le mois de décembre arrive, le ding, 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 on dirait que mon émotivité monte dans le tapis. Puis, tout ce qui est plus beau, tout me semble davantage touchant, davantage beau. N'importe quelle scénette là, que je vois, les pubs de Noël à télé, là, je broille. Ouais. Tout me touche plus. Puis, on dirait que d'être davantage émotive, c'est là que la magie de Noël, elle se crée. Parce que je me laisse aller dans une espèce de tendresse, vulnérabilité que je ne fais pas d'habitude. Puis on dirait que ça me pousse à créer d'autres choses autour de moi, faire des gestes que je ne fais peut-être pas au cours de l'année. Mais puis la magie de Noël, je pense qu'il faut la créer, là. C'est avec du papier, du carton, du sucre à la crème, mais c'est comme tu veux, tu sais. On est responsable de notre magie de Noël. Ben oui, c'est kitsch à dire, mais c'est pas une affaire de pas une affaire de cadeau. Là. Non. Je sais que c'est le message qu'on répète constamment, là, mais plus que jamais en vieillissant, c'est ça la morale de cette affaire-là. Là. Oui, puis... Je sais pas, moi, j'ai une vision très étrange Noël de Monsieur Jack de tout ceci. Oui. Dans le sens, je passe mon année dans les ténèbres les plus absolues de dépression. et à chaque année, de la lumière à décembre, ça fait du bien. Ça vient faire un backwash, ça vient créer un reboot. Puis après ça, je veux dire, Noël, le plaisir de cette fête-là, c'est passer du temps pour toi, faire du crafting, mettre de la lumière, décorer, t'imprégner de cette affaire-là. Oui, c'est comme si en décembre, on se permet de sortir de notre quotidien. Tu sais, comme je suis franche avec vous autres, un matin, j'ai mangé des biscuits pour déjeuner. Puis je le fais pas en juin. Mais là, on dirait que j'étais genre, hey, j'ai le droit, là, tu sais, c'est Noël dans 10 jours, ah ouais, donc. Tu sais, je pense que c'est des petits moments, puis justement, pas nécessairement des cadeaux, là, c'est sûr, c'est la pandémie, on a moins l'occasion de voir les gens qu'on aime, mais je pense que Noël, moi, c'est ça aussi, c'est remplir mon agenda, de voir plein de gens, d'envoyer des cartes de vœux, de créer des petits moments sparkle que je fais pas dans le reste de l'année. Puis oui, je suis de celles qui pensent que les miracles de Noël existent. Je pense qu'il y a comme quelque chose dans les cellules, les atomes, je ne sais pas quoi, qui fait en sorte qu'il y a des petits miracles qui peuvent arriver, là, des moments touchants, des résolutions de problèmes, à recevoir la réponse qu'on attendait. Je pense que tout ça peut arriver. C'est ça, à base, tu sais, Noël, je veux dire, c'est la célébration Attends, excusez-moi, mon chat fait chier, là, un instant. C'est un grand moment clownesque. Donc, Noël. C'est Yule, c'est une fête norse, c'est une fête viking. C'était la célébration du solstice d'hiver qu'on célébrait justement en allumant des feux et en créant de la lumière pendant la période la plus ténébreuse de l'année. C'est ça qui ça a été christianisé, évidemment, parce qu'il fallait donner aux... fallait que les chrétiens s'approprient tout, là, mais Noël, à la base, ça reste une lueur dans les ténèbres, ça reste allumer un gros paquet de lumière au moment où les choses sont plus sinistres, et c'est ça le vrai esprit de cette affaire-là, à mon avis. Ce que j'aime dans le temps des fêtes, c'est quand il y a la vraie première bordée de neige, puis aller me promener dehors, puis voir, tu sais, vers 5h30, 6h, 7h le soir, puis voir toutes les lumières de Noël allumées devant les maisons, toutes les maisons qui sont bien décorées. On vient de vivre... C'est une belle période pour faire de la drogue.
C'est une très, très belle période pour faire Sans de doute, drogue à Noël. sans doute. Je ne déconne pas, les amis. Oh là là, aller se balader dans la neige avec les lumières, là. Ouhou, ça flash. Bon, ben on va passer un joyeux Noël avec ce conseil. Écoutez-moi, tout le monde. Creepy Christmas. Il y a Mais aussi toute la préparation, je pense, là, comme je fais juste en rajouter un petit truc, là, mais Oui. tu sais, la préparation, comme faire, mettons, le sapin, c'est avant Noël, mais tu sais, il y a comme de quoi de très familial là-dedans. Puis, tu sais, mettons, chez nous, à chaque fois qu'on fait le sapin, on a chacun notre boule qui nous représente, puis on fait un vœu, tu sais, en la mettant dans le sapin. Puis, il y a comme vraiment une tradition, puis comme une espèce de... C'est presque un rituel, là, tu sais, ensemble, en famille. Puis, on a presque plus de fun à faire le sapin, finalement, qu'à Noël, là, tu sais. Fait que... Oui. Tu ajoutes une décoration de plus à chaque année. Puis C'est ça, il y a des histoires, tu sais. Comme, cette boule-là, elle vient de telle place, de tel spectacle, j'ai été... Tu sais, comme il y a quelque chose, il y a comme de l'histoire qui vient avec ça, puis ça nous réunit aussi, tout ça. Fait Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez fait votre sapin de Noël plus tôt cette année, comme le recommandait le gouvernement du Québec, pour le moral? Je n'ai pas encore fait mon sapin. Ça va s'en venir bientôt. T'as pas encore fait ton sapin, Guy? Non, moi, j'aime ça le faire dans le coin du 20-21 décembre. Ah, OK. Mais attends, Un homme de dernière minute. Hein. Tu le gardes combien de temps? Ben là, au fond, j'aille en acheter un, là. Parce qu'il faut que tu ailles vite pour ça. C'est parce que moi, j'ai acheté tôt parce qu'on m'a dit que les sapins, les vrais sapins, ils allaient partir vraiment plus vite. Mais les amis, sapin synthétique, voyons le même à chaque année. Puis ça sent pas. Puis la bonne vieille froideur du plastique. Mais moi, là, le sapin Sans que vous âme. voyez... Le sapin que vous voyez derrière moi, là, OK, ce beau sapin, c'est la première fois que dans mon appart, j'ai un vrai sapin. Puis à cause que le gouvernement là, nous proposait d'avoir un sapin, puis que moi, j'habite seule, puis que des fois, je trouvais ça un petit peu plus difficile pendant la pandémie, mais j'ai un ami qui a mis son masque, un chapeau de Noël, il est allé m'acheter ce petit sapin beau. Il est venu me le livrer. Puis moi, l'odeur, contrairement à Charles qui aime le plastique. Vénère le plastique sans âme. Moi, l'odeur, je trouve vraiment que ça fait une différence. Là. Je trouve ça, j'aime vraiment ça. Ça sent vraiment bon. Puis, je sais pas si j'ai fait mon sapin plus tôt que d'habitude, là, si je l'ai reçu plus tôt, mais j'ai définitivement écouté de la musique plus tôt. J'en écoute presque à l'année, mais c'est tombé dans ma playlist régulière plus tôt cette année. C'est quoi ton CD de Noël de prédilection? Ginette Renault. Allez-y, je à tout le monde cette question-là. Ginette Renault, l'album blanc, où elle a sa face dans une couronne de Noël. Genre, c'est un album, là, et écoutez-le parce que au niveau de l'instrumentation, c'est incroyable. On dirait que c'est enregistré avec un orchestre. Là. Ça c'est celui des albums de même. Celui qui commence avec le Minuit chrétien, là, le Peuple à genoux, celui-là. Non, c'est pas la première tune de l'album. OK. Mais sa version de Ballade en traîneau. Oh mon Dieu! J'adore cette chanson-là. J'aime la chanter vite. Puis les images sont belles. Tu sais, à un moment donné, ça dit « Et voici notre maison qui nous fait signe au loin. » Mais moi, là, c'est de même. Ma maison, c'est comme la dernière du rang. Qui te fait signe au loin. Là. C'est magnifique. Toi, comme dans une toune de Ginette Renault. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit, Julie? Excuse-moi. Non, j'ai dit, c'est toi, c'est comme si tu vivais, tu étais dans la toune. Oui, c'est comme si je suis dans la toune Balade en traîneau de Ginette Renault. Mais pour vrai, j'aime plein d'albums. Là, je suis vraiment une mangeuse de musique de Noël. Mais mon album incontournable, celui que je vais toujours écouter toute ma vie, c'est La grosse face de Ginette dans la couronne, l'album blanc. Allez vous chercher ça, c'est sur Apple Music pis tout. Pour vous, Charles, Julie? Moi, mon album de prédilection de Noël, c'est Holiday for a Swing de Seth MacFarlane, le gars de Family Guy, qui fait ici très, très sérieusement un album de Noël, sans joke, super crooner. C'est une fois que le gars capote sur Frank Sinatra, avec le gros, le big band à la Family Guy, là, et c'est dégoulinant de sexiness. Il y a des twists là. Everybody's waiting for the man with the bag. C'est bon, ça va se passer cette année. Sassy Christmas. Honeymoon with sweethearts, take a walk with your favorite girls. Ah oui, d'accord. Mon Dieu, mais c'est ça que je vais écouter ça. Le duo avec lui et Norah Jones pour chanter Baby It's Cold Outside, la chanson on peut plus chanter. Interdite, là, ouais. Oui, plus le droit de rien chanter en 2020. La version est délicieuse.
Oui, oui. Pour toi, Julie? Mon CD, ben, en fait, c'est sûr que tout ce qui est Elvis, là, moi, je capote là-dessus raide, là, puis Michael Bublé, puis Diana Krall. Mais ce que j'écoute le plus, ça s'appelle Noël drôle. C'est un CD de 14 chansons de Noël, tu sais, avec les Denis de relais, avec RBO, Est-ce que avec... c'est l'album avec Eric Salvaille qui chante Noël, c'est de la marde? Non, c'est pas celui-là, mais il y a les OK. grandes gueules qui chantent c'est Nono Noël, là, tu sais. Ben, en tout cas, il y a comme plein de tunes et c'est Noël, j'ai mal au cœur. C'est comme toutes des chansons avec des humoristes que, que personne connaît, mais moi, le CD est tellement usé, là, ça n'a aucun sens. Il faudrait presque que je le numérise, j'ai jamais pensé à ça, mais en tout Ah, cas, bonne idée. il faudrait... Je sais même pas si c'est sur YouTube, mais Noël drôle, c'est un grand classique à la Maison des Beaux Soleils. C'est ce qu'on écoute toujours. Ben moi, je veux te rassurer, Julie, dans le sens que si tu as peur là, de perdre ton album, je sais pas trop, moi, j'écoute beaucoup la playlist de la balado, tu sais, Radio-Canada, là, leur application audio font plein de playlists. Puis il y a Noël à gogo, que j'adore. C'est plein de vieilles tunes de Michel Richard quand elle a 17 ans, puis elle chante Noël, ces affaires-là. Puis dans le Noël à gogo, il y a beaucoup de choses qui étaient divertissantes et il y a plein de chansons de Noël drôle. C'est là que j'ai découvert l'album. Genre, à un moment donné, t'es chez vous, t'écoutes ça, puis entre deux tunes rétro de Michel Richard, ben il y a Alex Perron et les mecs comiques qui chantent une tune de Noël. Les mecs comiques! Tu fais le saut. C'est du génie pour vrai, cet Wow. album-là. C'est drôle. Moi, ça m'a fait rire. Puis c'est pour ça que j'ai fait l'école de l'humour, là, je pense. C'est juste à cause de ça. C'est grâce à Noël drôle. C'est du grand génie d'humour. On va passer à la prochaine catégorie avec Josiane Aubuchon et les Hallmark Movies, les films. Tu parlais tantôt qu'à Noël, il y a des miracles qui se produisent. Les Hallmark Movies, ce ne sont que des miracles de Noël à la pelletée. C'est quoi ces films-là? Pourquoi c'est important, les Hallmark Movies? Ben, en fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve pas ça... Moi, je trouve... Noël, là, tantôt, quand je parlais des miracles et tout ça, je parlais pas de miracles de trouver l'amour, OK? OK. Moi, c'est pas ça. Pour moi, les miracles de Noël, là, c'est plus genre... Je suis dans la merde, ma maison, elle a passé au feu, puis il y a un gars qui a gagné le gros lot puis qui décide de me le donner. Ça, c'est un miracle de Noël. Ou tu te rends compte que ton père, c'est le Père Noël, puis là, tu sais, comme tout ça. Là. Ouais. Oui, parce que ton père a tué le Père Noël, donc forcément, il devient le Père Noël. Il devient le Père Noël. Ah ouais, c'est vrai. C'est ça la prémisse de cette affaire-là. Hein? Ouais, c'est bizarre. Accidentellement tué le Père Noël. Ah ouais, c'est louche, cette affaire-là. Là. Puis aussi, l'affaire que l'enfant... Tu sais, la garde de l'enfant, là, tu sais, les parents sont séparés là, avec tes malades. Puis que là, finalement, la mère, elle dit, ben oui, là, amène-les faire la tournée des cadeaux. En tout cas, c'est particulier, tout ça, cette affaire du divorce du Père Noël. Mais, ce que je veux dire sur les films de Hallmark et tout ça, moi, j'ai de quoi à dire là-dessus parce que je trouve ça dégoulinant de arc comme. Dans le sens que pour moi, Noël, c'est pas une fête romantique au premier plan. Pour moi, c'est une fête d'amitié, de famille, tu sais, oui, là, si t'as ton conjoint, ta conjointe, t'es en amour, tant mieux, mais ce que je reproche aux films de Hallmark, c'est que c'est toujours genre, oh, je fais pitié. En fait, il y a deux scénarios, OK? Je vous les nomme. Soit t'es quelqu'un d'ambitieux, t'as une grosse job, genre, tu as une galerie d'art, ou ben non, tu vas être chanteur, ou t'es avocate. Puis là, à l'approche du temps des fêtes, il se passe quelque chose qui fait en sorte que tu retournes au bercail. Et là, rendu dans ton village natal, tu revois ton crush du secondaire ou tu te rends compte que le gars qui jouait au football, sur qui tu tripais, est resté au village. Puis aujourd'hui, il est célibataire, divorcé, 2 enfants. Puis là, ça t'appelle. Fait que c'est toujours une histoire d'amour avec une personne ambitieuse qui retourne à la maison, son village natal, bang, l'amour naît. C'est Sweet Home Alabama, finalement. Ouais. Exactement, mais de Noël. Le gars, il est tout le temps plus manuel aussi. Là. Le gars est très manuel habituellement. C'est un beau gars brun, toujours manuel. C'est presque toujours des filles. Là. C'est presque toujours des filles qui cherchent l'amour quand ils retournent dans leur village. Et l'autre scénario, en fait, qu'il peut avoir, c'est encore là, presque tout le temps une fille qui, elle, c'est tout le contraire. Elle n'est pas ambitieuse. Elle est à côté de sa vie. Elle a la trentaine, mais toute sa famille l'infantilise parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas vraiment de job ou bien non, elle est rédactrice dans une boîte de pub. Elle n'a pas d'hygiène de vie. Toute sa famille, là, ils ont de l'argent, ils ont des conjoints, des flots. Puis là, elle, à Noël, elle est toujours tout croche. Puis là, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'elle va rencontrer la bonne personne au temps des fêtes. Puis là, soudainement,
sa vie va devenir clean. Tu sais, dans l'agenda, ça va être propre. Elle va avoir une hygiène, elle va l'aimer. C'est comme si sa vie va devenir upgradée parce qu'elle a trouvé quelqu'un. Puis moi, tous ces scénarios-là me font chier! C'est tellement bon! Il y a aussi l'option où son patron va la pousser par la fenêtre du bureau puis elle va devenir Catwoman. Là, mais c'est Très bon film de Noël. Très bon film de Noël. Tu sais, c'est plate qu'on a l'air... C'est comme si ce qui nous montre les films Hallmark, c'est que si tu es célibataire à Noël, ta vie, c'est de la merde. Il faut que tu trouves l'amour parce que sinon, tu vas être malheureux. Puis moi, ça me fait vraiment, ça me fâche. Je trouve qu'ils nous servent toujours les mêmes clichés. Hey, Hallmark, là, pour vrai, ça a 11 ans cette année. Puis là, j'ai fait des recherches, OK? En 10 ans, écoutez, je vais vous le dire, je l'ai écrit, en 10 ans, ils ont sorti 232 films. OK? Incroyable. Puis là, je vais vous dire des titres en rafale. Juste, vous allez voir, les titres indiquent la qualité cinématographique. Écoutez bien ça. Une saveur récurrente. Un décor de rêve pour Noël. Un Noël pour s'aimer. Un Noël plein d'étincelles. Un Noël romantique. L'amour sonne à Noël. Trouver l'amour à Noël. Un Noël 5 étoiles. Le baiser de Noël. Le bel inconnu de Noël. Le bal de Noël. Un safari pour Noël. Un Noël du ciel. Et là, je m'arrête ici parce que ça suffit. Mais je reproche aussi aux films Hallmark de toujours plugger Noël dans leur titre. Dans le sens que Home Alone, c'est un film de Noël, mais ils n'ont pas dit le petit gars tout seul à Noël. Tu sais, dans le sens que pouvez-vous arrêter de plugger la fête? On n'a pas besoin, là. On écoute un poste qui est juste des films de Noël, on le sait, tu sais. Fait que moi, ça, je trouve que c'est un gros manque d'originalité. Puis aussi... C'est pour qu'ils soient plus facilement identifiables parce qu'il y en a tellement. C'est comme les épisodes de Friends qui s'appellent l'épisode dans lequel il se passe cette affaire-là. Là. Oui. Puis ce qui est louche... C'est pour Noël. Quand j'ai regardé sur Netflix, genre, j'ai écrit film de Noël ou film romantique Noël. Dans la liste, à un moment donné, il y avait 50 Shades of Grey. Oh. Là, je me suis dit, comment ça a pu se retrouver là? Dans le sens que j'ai pas l'impression qu'il fouette la fille jamais quand c'est Noël, il me semble. You better watch out, you better not cry. C'est peut-être ça. Peut-être son dire, peut-être qu'elle fouette juste pas le jour de Noël, mais le reste de l'année, c'est... C'est quand même dans le contrat qu'il faut qu'elle signe dans les petits alinéas. Oui. Signez pas ce contrat, les filles. Non. Moi, j'ai écouté quand même des films de Hallmark. Là. Moi, souvent... j'appelle ça des films d'après-midi là, qui passent à TQS, là, à V, à Nouveau, tout ça, on le sait plus. Le genre de film qui passe en après-midi, ou des fois en avant-midi à TVA aussi, en tout cas. Puis souvent, je peux pas me rendre à la fin parce que c'est trop gros, c'est trop souligné rapidement, tu sais, qui va tomber en amour ensemble. Fait que là, pour le projet, pour ce beau podcast, sur Netflix, j'ai commencé à en écouter plein, mais je vous l'avoue, j'ai choqué. Fait que là, quand je vais sur Netflix, reprendre avec le profil de Josiane, il y a à peu près 22 mauvais films de Noël. Et c'est vraiment comme gênant. Si quelqu'un prend mon profil, il va se dire... Mais il y en a un qui marche à fond. Il y en a un qui marche à fond, c'est Un prince pour Noël et toutes ses suites. Ils en font 20 par année des princes pour Noël. Ça fait genre 3 ans que ça existe, 4 ans que ça existe. Ouais. C'est un énorme succès, là. Il y en a une tonne. Là, j'ai même vu qu'il y a quelqu'un dans la royauté de Noël qui attend un bébé dans la suite d'un prince de Noël. Là. Wow. Ça finit plus. Il y a des dérivés. Juste fun fact, là, parce que j'ai quand même lu sur Hallmark puis les films de Noël. Tu sais, cette année, en 2020, je pense qu'il y a 38 nouveaux films. En pandémie, c'est quand même impressionnant. Puis la majorité des films sont tous réalisés en moins de 10 jours. Sont toutes tournées au Canada. Il y a moins de 2 millions de dollars d'investis. C'est tout 2 millions et moins. Wow. Si jamais ils tournent en été, il y a 50 000 dollars qui est réservé pour la fausse neige. Ah, bien. Fait que, c'est quand même une boîte qui roule, là, ça marche. Là. Il y a des enfants ciné-cadeaux, mettons, comme Charles et moi, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des adultes Hallmark, là, ils ont réussi à décupler cette affaire-là en je ne sais pas comment dire ça, là, en industrie lucrative. Mais tout ce que je veux vous dire,
c'est que je veux que les gens qui écoutent ces films-là se souviennent que même si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas de la merde. Puis même si vous êtes une chanteuse country qui rentre à la maison, qui se fait harceler par son producteur de New York, qui l'appelle toujours pendant qu'elle est dans son patelin d'origine, vous avez le droit de ne pas tomber en amour. Vous n'êtes pas obligé de tomber en amour avec le gars qui vend des sapins dans votre village d'origine. Le vendeur de sapins. Pas obligé de tomber en amour avec les gens avec qui vous avez des interactions à Noël. Hein. C'est pas obligé de tomber amoureux des gens avec qui tu étais au secondaire que tu n'aurais pas voulu revoir de toute façon. Non, chances are que vous n'avez pas gardé dans votre vie pour une très bonne raison. Oui. Exactement. Comme là, j'ai essayé d'écouter un décor pour Noël. Un beau... Attends, comment ça s'appelle? Un décor. Est-ce que c'est avec Saskia Tuo? C'est du MDF partout à grandeur. Non, mais j'ai écouté un décor de rêve pour Noël, puis c'est ça, c'est une fille qui travaille dans une galerie d'art à New York. Puis elle était partie à New York pour devenir une artiste, mais elle s'est rendue compte que c'était difficile. Fait qu'à la place, elle s'est mise à vendre de l'art. Puis finalement, ça a super bien fonctionné. Mais là, il faut qu'elle retourne dans son patelin parce que sa sœur a besoin d'elle. Elle y va. Puis là, finalement, la sœur, ben, elle, il faut qu'elle parte. Là. En tout cas, fait que la fille de New York, elle se retrouve toute seule dans le village. Puis là, ben, elle retrouve son ex du secondaire. Puis là, il y a beaucoup d'animosité au début parce qu'ils sont comme, tout est parti pour faire de l'art, puis finalement, t'en fais même pas, t'en vends. T'es juste une fille qui tient pas à ses rêves, qui est mercantile, tu les laisses tomber. Puis là, il dit, comme moi, tu m'as laissé tomber. Hein? Fait que, tu sais, le gars, il dit que la fille, elle choque tout, même l'amour et même ses passions. Fait que là, il y a beaucoup d'animosité. Puis là, à un moment donné, vraiment près de Noël, il y a comme une belle neige qui tombe. Ça reflète dans les lampadaires, tu sais, dans la ville. Puis là, la fille, elle marche. Puis, tu sais, les villages, à quel point c'est beau, là, dans ces films-là. C'est toujours comme pittoresque, plein de magasins de jouets qui vendent des jouets gossés en bois. Là, elle marche. Puis là, à un moment donné, elle le voit dans une vitrine de commerce. Puis on dirait que là, il glow, puis il émane quelque chose. Souvent, elle le voit faire un geste généreux. Mettons, aider un enfant ou quelque chose de même. Puis là, l'amour, bang! L'amour arrive. Fait que ce film-là, je ne l'ai pas fini. Parce que c'était évident que tout ce qui allait arriver. Tu sais, je me suis dit, OK, je le sais. Josiane, j'ai l'impression que c'est pas des films qui sont faits pour être terminés. Moi, ma théorie là-dessus, c'est que c'est des films qui sont spécialement designés avec 100% la même histoire de fois en fois pour que tu puisses arriver au début, au milieu ou à la fin dans une grosse journée occupée du temps des fêtes et que tu saches exactement où est-ce que tu en es dans la narrative. Mais c'est vrai, ça, t'as raison. Puis le seul film que j'ai terminé, c'est un safari pour Noël. C'est mon titre préféré. Parce que là, tu sais, les décors de la savane africaine, je trouvais ça quand même beau. Fait que je me suis dit, moi, le finir. Puis ça, tu vois, c'est encore une famille de New York bien parfaite que quelques jours avant Noël, la femme apprend que son mari divorce. Fait qu'elle est déprimée. Puis elle se dit, je vais me gâter, je vais m'offrir un safari pour Noël. Merci, bien sûr. Puis là, ben, elle s'en va là. Puis là, finalement, elle trippe, puis elle décide de rester, puis elle se met à soigner des éléphants dans un refuge d'éléphants. Puis là, elle tombe en amour avec un gars de là-bas. Puis là, finalement, elle vit son premier Noël africain. Puis elle aime donc bien ça, puis c'est rempli de clichés. Puis ça, ben, je l'ai fini, ce film-là. Parce que les éléphants, ils étaient quand même beaux, puis ils étaient vrais. Fait que je me suis dit, je vais regarder ces belles trompes noëlistiques. Mais ça finit quand même pareil, là. La fille, elle tombe en amour. Au début, elle l'aimait pas, le gars. Elle le trouvait dur d'approche. Puis là, finalement, il s'est passé quelque chose parce qu'ils ont soigné une éléphante ensemble. C'est dur là, pour une célibataire qui vit à Montréal qui se dit « Coudon, faut-tu que j'aille laver un éléphant pour trouver l'amour? » Fait que, tu sais, c'est ça, ils ont vécu quelque chose de beau. Puis là, finalement, ben, eux autres, ils vivent ensemble au centre de réadaptation des éléphants pour toujours. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est une des anciennes filles de Sex and the City. Puis le gars de qui elle tombe en amour avec, c'est Rob Lowe. Ah ouais. C'est quelle fille de Sex and the City, excuse-moi? C'est celle qui a les cheveux noirs, là. Charlotte? Oui, Charlotte, c'est ça. Ah ouais. Qui joue dans un safari pour Noël avec Rob Lowe. Fait que wow. Rob Lowe. Rob Lowe, c'est un gars qui a fait beaucoup de cocaïne des années 80-90. Ben, comme tous les acteurs de cette époque-là, mais il est la première... Je te demande plus
Oui, c'est ça, soyez spécifique. Voyons, il était dans la première saison de Parks and Rec. Si vous l'avez regardé. Allez le googler. Je vais te le dire dans quoi? Wayne's World, le Oui. 1, c'est lui le producteur qui veut voler Cassandra à Wayne. Le méchant. J'ai pas vu Wayne's World, mais attends, il est là, le Rob Lowe. Ah ouais, ce gars-là. Oui, got it. C'est bon. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il a été pogné dans des sex tapes avec des putes, là, en affaire de même. Mais tu vois, à cette heure, il fait des séparés pour Noël. Eh oui. Extraordinaire. Fait que C'est moi, ça, en fait, c'était ça un petit peu que je voulais vous parler, à quel point je trouve que c'est des mauvais films. Puis je suis curieuse de savoir si vous en écoutez, comment vous trouvez ça, si vous vous identifiez à ce type de film romantique. Puis, premièrement, est-ce que pour vous, Noël, c'est une fête romantique? Oui, mais je regarde, Julie, depuis tantôt, tu te trémoutes un peu. Moi, J'aimerais les films en mer, c'est parce que moi, j'ai encore la TV, OK? Moi, je paye encore la télé, je travaille en télé, je paye de la TV, je paye le câble, puis j'enregistre tous les films que c'est écrit, mettons, Noël dedans, là, justement, là. Fait que, tu sais, comme le cupcake de Noël, le guirlande de Noël, le film, tous les films que tu as nommés, je les ai tous enregistrés, je les ai tous vus, puis je crois à toutes ces histoires-là. Moi, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, elle a tout le temps un Blackberry, la fille, en plus, comme avec son gros crise de Blackberry, on voit plus ça, des Blackberry. C'est vrai! Tout le temps des Blackberry, puis comme tout le temps, une scène au ralenti que le gars se tourne, puis là, tout d'un coup, comme la réalisation que c'est l'homme de ta vie. Moi, j'ai hâte que ça m'arrive, OK? C'est souvent, tu sais, comme justement, la fille va échapper quelque chose, puis là, le gars va l'aider. Puis comme moi, je me promène jamais avec des choses dans mes mains pour les échapper. Comme, il m'en faut plus des choses dans mes mains pour les échapper puis rencontrer l'homme de ma vie. Mais je les écoute tous. C'est très redondant. Des fois, tu sais, petite confession, je vais les fast-forwarder, là, je vais les FF, là, juste pour aller voir si ça marche. Puis, ce que je trouve le plus absurde souvent, c'est deux couples ou, en tout cas, qui s'échangent. Ça arrive, hein, dans les films. Là, que, les films de swingers. Oui, c'est comme... mais ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, finalement, puis la personne finalement, puis moi, ça me dégoûte. Je suis comme... Puis, tu sais, on accepte ça, puis on regarde ça, puis on est comme... Ah ben oui, ça a bien du sens, c'est bien vrai. Lui, il aime le basket, puis pas l'autre. Puis là, l'autre, elle aime le basket, puis là, ils devraient être ensemble. Ils trippent sur le basket, tout le monde. Puis là, tu sais, comme, ça n'a aucun sens, puis on l'accepte, puis on est comme, ben oui, c'est ça la vie. Puis après, on pense que nos histoires d'amour devraient être ça, tu sais, que j'ai une cupcakerie, que je fais des cupcakes, puis qu'il y a un homme qui m'achète des cupcakes. Cet homme-là devient l'homme de ma vie, puis il trippe sur mes cupcakes. Comme tout ça, ça n'a aucun sens. C'est que là, je veux le gars-là existe, mais c'est pas l'homme de ta vie. Oui, c'est ça. Oui, puis tu sais, le gars qui achète des cupcakes. À la fabrique de cupcakes. Tu sais, la Christie de fabrique de cupcakes, la fille est super mince, OK? Je m'excuse, là. Mais moi, OK, je mangerais juste des cupcakes. Puis c'est sûr que je grossirais du cul, OK? Je m'excuse, mais je me gâterais. J'en mangerais tout le temps. Puis le gars qui m'achète des cupcakes, je m'excuse, mais il ressemble pas à ça. Matthew McConaughey. Mais moi, je suis très là-dessus. Puis j'ai un gros... Tu sais, j'oblige mes amis à en regarder quand ils viennent dans la maison. Je suis comme, hey, j'ai enregistré Noël et c'est sans reine. Veux-tu regarder avec moi? Ben moi, tu vois, l'affaire, là, je trouve que tu as résumé ça dans le bon exemple de on échappe quelque chose à terre, la personne qui nous le ramasse, ça fait que bang, on va se marier, là. Moi, j'ai cru à ça, je pense, jusqu'à mes 14 ans. Puis là, à un moment donné, 14 ans, secondaire 2, j'ai échappé mon stylo. Puis là, mon partenaire à côté de moi d'école, là, mon camarade, il s'est penché en même temps que moi pour ramasser le crayon. Puis là, on a même échangé un rire niaiseux. Là. Est-ce que c'est l'homme de ta vie? Ben non, c'est ça. Aujourd'hui, puis quand tu retournes dans ton village? J'y retourne souvent, OK? Mais tu vois, à ce moment-là, je me suis dit dans ma tête, oh mon Dieu, je suis en train de le vivre, là. Je suis en train de le vivre. C'est comme un film. Mais finalement, pas partout, là. On s'est jamais même pogné à la cuisse avec ce gars-là. Fait qu'on dirait qu'à partir de ce moment-là, les films Hallmark ont été tués parce que je voulais y croire. Mais crime, j'avais 14 ans. J'avais tout pour moi. J'avais de l'espoir, un sourire ravageur. Et ça n'a pas fonctionné. Mais à l'image de Noël, j'ai l'impression que ces films-là sont designés pour être trop sucrés. Et je pense que d'une certaine façon, permettez-moi d'une fois de plus le poète du temps des fêtes, mais je pense que Noël, c'est une fête qui se doit d'être trop sucrée. On a eu une année suffisamment peu sucrée jusqu'à maintenant. Une année très amère, on peut se permettre du sucre. C'est correct, le kitsch du temps des fêtes, c'est un des plaisirs de cette affaire-là d'être kitsch overboard, d'être dans les grosses réactions
comment dire, de fascination, puis d'amour, puis contemplatif. C'est pour ça que c'est une bonne fête pour faire du buvard. En fait, je veux pas revenir à ça, là, mais c'est vraiment une belle occasion pour se popper des petites choses. Moi, là, me claquer un petit buvard devant, genre, un safari pour Noël, mettons, je pense que ça aurait été wow! T'aimerais bien. Et le tout entrecoupé de petites marches à l'extérieur pour aller prendre l'air. Tu vas voir la féerie t'y attend. Puis pour voir les lumières de Noël aussi dans la neige, là. On a un programme pour le 24, nous autres. Écoute, Josiane, je suis vraiment content que tu m'ouvres cette porte-là. On va se réunir, masqués et distants, mais on sera là. On sera là, yes sir! Pour toi, Charles, restons un peu dans le trip un peu psychédélique avec Scrooge, avec A Christmas Carol. Tous les Scrooge. Ben, peut-être pas tout, parce que je pense que c'est un peu le Sherlock Holmes, le Dracula de Noël. C'est infini le nombre de versions de ces films-là qu'il y a. Juste pour faire une petite introduction, Christmas Carol, c'est une nouvelle de Charles Dickens de 1843. Ça faisait à peu près 7 ans que la reine Victoria était au pouvoir. On est au début de la révolution industrielle à Londres, mais plus spécifiquement. Il commence à y avoir des nuages de charbon noir qui s'étendent dans la ville. Voilà, le capitalisme travaille dans des usines où ils perdent des membres, plein d'orphelins dans les rues. Donc, c'est dans ce décor joyeux de Noël qu'on retrouve Scrooge. Oui, qui est un peu justement, c'est ça, l'incarnation, j'imagine, de cette espèce de révolution industrielle-là, l'incarnation de la machine qui tourne la vis continuellement à la recherche de profits toujours plus infinis, mais desquels tu profiteras jamais parce que c'est machinal, c'est accumulé pour accumuler finalement. J'imagine. Hey, c'est le fun que tu ouvres cette porte-là. J'avais pas vu la critique de la révolution industrielle là-dedans, mais oui, effectivement. C'est Scrooge en est l'incarnation. Et en tout cas, moi, je trouve ça fascinant, ces films-là. Premièrement, j'adore l'histoire. Je pense qu'avant L'étrange Noël de Monsieur Jack, Christmas Carol, c'était mon classique du temps des fêtes. La première version que j'avais vue, moi, c'est celle de Mickey, comme la plupart des gens, en fait, j'imagine, le Mickey's Christmas Carol. Excellente introduction, et c'est tellement une bonne introduction que c'est drôle, je l'ai faite. En fait, j'ai écouté quelques-uns des versions de Christmas Carol. J'ai écouté, by the way, en tout cas, énormément de versions de Christmas Carol dans les dernières semaines, et j'en ai écouté quelques-unes avec ma copine. Et elle, en fait, c'est drôle, elle a eu le même cheminement que moi quand j'étais un kid. J'étais persuadé que Scrooge, la version originale, c'était celle de Mickey. Parce que c'est fourrant, parce que Picsou, en tout cas, here we go. Picsou, qui joue Scrooge, c'est ça, qui joue Scrooge dans le film de Scrooge de Mickey, s'appelle Scrooge en anglais, mais il s'appelle tout le temps Scrooge en anglais. J'avais pas compris que c'était en référence à ce film-là, et je pensais que le Christmas Carol original, c'était celui de Mickey, puis que Scrooge, c'était Picsou, là. C'est là la surprise de réaliser que, il y a d'autres versions de cette affaire-là, et non seulement il y a d'autres versions, mais c'est sans arrêt la même calice d'affaires. Et c'est ça que je trouvais fascinant de me taper autant de films de Scrooge. Et je le disais avant l'enregistrement, c'est que c'est fascinant d'écouter autant de films différents, mais avec des référents commun qu'on retrouve d'un film à l'autre, que ce soit des répliques du conte de Noël original. Et même ça, c'est autant dire que c'est le même script à toutes les fois. Là, je l'avais là, comme un chef d'orchestre rendu au 5e film. J'étais comme ouais, c'est beau, Scrooge est en colère. Là. Fred va débarquer pour lui souhaiter un joyeux Noël. Là, il va être en tabarnak, il va dire que les gens devraient être bouillis dans leur pudding de Noël et enterrés avec une branche de houx à travers le cœur. Quoi, Noël est une baliverne? Comment peux-tu dire une telle chose, oncle Scrooge? Mais bien, pourquoi t'es-tu marié? Parce que je l'aime, l'amour, baliverne. Et
J'ai rencontré le fantôme de Noël passé. Je suis la lumière du passé, le fantôme de Noël présent. Pourquoi es-tu si vieux, fantôme de Noël présent? Vous, les esprits, avez-vous une vie aussi courte? Oui, je suis le jour de Noël et je meurs quand Noël arrête d'exister. Oh mon Dieu! Moi, mon préféré d'ailleurs, excuse-moi, j'embarque dans les différentes versions dans 2 secondes. Mon fantôme préféré de Noël, c'est celui de Noël futur. Ben oui, la mort. C'est la mort. C'est le seul qui ne dit rien. J'aime ça. C'est Scrooge qui fait ses propres déductions par lui-même quand il fait face à manifestement la faucheuse, là, une forme noire dans une toge avec des mains de squelette. Vous êtes le fantôme de Noël à venir, j'imagine. Écoutez, vous êtes celui dont j'ai le plus peur, mais ça fait déjà 2 fantômes. Alors, je connais la routine. Montrez-moi ce que vous avez à me montrer. Et puis, je me réveillais dans mon lit. Là, finalement, c'est ça. Il est dans le déni de A à Z. Il lui montre des gens qui ont volé ses rideaux à sa mort, le Noël suivant, les gens qui sont bien heureux qu'ils soient décédés. Et finalement, voilà, Scrooge tombe à même son propre tombeau dans la plupart des versions. Et, c'est vrai. Et il se réveille, il devient gentil à partir de ce moment-là. Moi, c'est le bout que je trouve toujours un petit peu weird parce que j'ai l'impression que Scrooge devient gentil, mais seulement sous la menace de la mort imminente. Je suis comme, oui, je suis gentil maintenant. Tenez, prenez des cadeaux, s'il vous plaît. Ne me tuez pas. Une belle morale. Je pense qu'on aurait pu remplacer les 3 fantômes par un dude avec un gun, finalement. C'est la mafia qui débarque. Écoute, Scrooge, maintenant! oui, tenez, tiens, Tiny Tim, des bonbons! Alors, OK, les versions de Scrooge que je me suis tapé. Donc, le Noël de Mickey, pour les introductions, là, c'est celui que je suggère pour ceux que c'est la première fois qu'ils vont consommer un conte de Noël. Rapide, 25 minutes, straight to the point. T'as toutes les grandes lignes de cette affaire-là et ça niaise pas dans le Noël de Mickey. Là, si vous avez genre pas beaucoup de temps avant d'aller faire du magasinage, tapez-vous celui-là. Et ça devient agréable de voir tous vos personnages préférés du monde de Disney interpréter des personnages de Charles Dickens. Ensuite, je me suis tapé, oh mon Dieu, le téléfilm avec Patrick Stewart, téléfilm britannique de 1999. Avec Patrick Stewart, le gars chauve qui joue Jean-Luc Picard dans Star Trek. Puis Charles Xavier dans les X-Men, oui. Oui, entre autres choses, et ainsi que toutes sortes d'autres rôles shakespeariens beaucoup plus importants que ces gros personnages de nerds. Mais intéressant, la version de Patrick Stewart, parce que tout est dégueulasse. C'est filmé 4:3, genre ratio carré, là, puis la qualité de l'image est abominable. Et la seule chose, les effets spéciaux sont horribles. Le fantôme de Noël futur, il a ses grosses mains d'humain. Ils lui ont même pas mis des mains de squelette. Là. C'est juste un dude avec une toche et des grosses mains comme les miennes, qui est comme par la côte. Un peu comme ça. Ça tue un peu de la magie. Mais ça en vaut la peine parce que c'est Patrick Stewart. Et c'est un grand acteur britannique shakespearien. Il propose un Scrooge plus jeune que celui auquel on est habitué. D'habitude, plutôt plus jeune que le vieil... voyons, comment on dit ça, un miser, le vieil avare, en fait, qu'on nous présente d'habitude. Et c'est une take intéressante. Et ça en vaut la peine de se taper cette mauvaise version-là dans l'ensemble, ne serait-ce que pour Patrick Stewart qui donne tout dans un Scrooge très contenu, où on s'en va pas nécessairement dans les clichés. C'est ça, souvent Scrooge, il devient le pingouin dans Batman Returns, il devient souvent comme l'hiverne. Là, il est humain dans sa façon de le gérer, c'est bien intéressant. Sinon, je me suis tapé aussi... oh mon Dieu, comme tu le disais tout à l'heure, Josiane, le Noël des Mopettes avec Michael Caine. Michael Caine dans le rôle de Scrooge. Et c'est très intéressant, ça, les Mopettes, le Noël des Mopettes, parce que t'as Michael Caine qui joue quand même un Scrooge dilué, toned down, en fait. C'est comme s'il jouait une parodie de Scrooge, un Scrooge de décor, en fait, parce que ce qui est important, c'est les mopettes, finalement, dans ce film-là. D'ailleurs, magnifique job de marionnette sur celle-là. C'est une prouesse technique incroyable. Toute la direction artistique du film est magnifique, les décors, tout est beau. Tout. Beau. Pour interagir, t'es Michael Caine, là, puis là, t'interagis là, avec juste infini marionnette pendant plusieurs jours. C'est de la job et comment dire,
l'illusion est là. Il parle à ces marionnettes, la mise en scène, la façon dont les marionnettes sont disposées. Parce que, attends, là, c'est ça, là, c'est cette affaire-là. Faut pas que tu vois les 32 marionnettistes là, qui font bouger les 12 lapins. Là. C'est de la job de dissimuler tous ces gens-là dans le décor et l'illusion est à s'y méprendre. La mise en scène est fabuleuse. L'humour, mon Dieu, c'est un Scrooge très, très méta aussi. Oui. Où, tu sais, il y a des jokes comme c'est Gonzo qui va jouer Charles Dickens, puis là, il va dire, en tout cas, t'as le rat qui va lui dire, mais comment tu sais ce qui est en train de se produire? Bien, je suis un narrateur et les narrateurs sont omniscients, mon chum. Regarde, Scrooge est en train de faire ça dans sa maison, puis là, sa lumière s'allume, puis là, il est comme, il est bien omniscient, toi, avec le pouvoir de Dieu. Oh. On l'a perdu. Je pense qu'on a perdu Charles pendant 2 secondes. Oh non! Oh non, c'est amusant, c'est intéressant. On t'a perdu un petit peu, Charles. Un conte de Noël avec quelqu'un qui connaît un conte de Noël par cœur. Oh, ouais. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend là, mais on t'a perdu un petit peu quand tu parlais de la lumière de Gonzo, Dieu. De la lumière de Dieu et que le narrateur est omniscient. D'accord. C'est un film très méta et c'est comme écouter un conte de Noël avec quelqu'un qui connaît un conte de Noël par cœur puis qui te fait toutes les cales au fur et à mesure. C'est comme si quelqu'un avait vu le film des Muppets avant toi puis te le calait au fur et à mesure que ça... Et c'est une expérience très intéressante. Je le suggère. Et c'était la première fois que je le voyais. La plupart des gens ont vu ça dans leur enfance. Puis c'est un classique indétrônable. C'était la première fois que je voyais ce film-là cette année. Et mon Dieu, le Noël des Muppets, holy fuck, man, c'est une œuvre d'art. Moi, je veux juste ajouter que le Noël, le fantôme du Noël présent, qui est cette espèce de gros géant roux. Marionnette de Père Noël. Là, ouais. Oui, moi, là, ce personnage-là, écoute, je sais pas, je l'aime tellement. Je sais pas qu'est-ce qu'il me fait, mais quand je pense à Dionysos, je pense à lui. Pour moi, c'est Dionysos. C'est genre les bacchanales. Tu sais, je trouve ça incroyable. J'aime tellement ce personnage-là. Puis la chanson du Noël présent, c'est tellement beau, là. Noël, c'est la saison des rois mages qui nous délivre un message d'amour et d'amitié. Pour vrai, cette chanson-là, je la chante à l'année. C'est vraiment réconfortant. Oh, écoutez-le. Pour vrai, Charles, je pense je vous le suggère. Oui, il est le fun. Ce qui est le fun aussi, tu soulèves un point intéressant, Josiane, c'est surtout dans des films comme ça qui ont, comme je l'expliquais, des points de comparaison aussi clairs d'un film à l'autre. Moi, une affaire qui me fait bien triper d'un film à l'autre, c'est le design des fantômes. C'est quoi votre take sur le fantôme de Noël présent, Noël passé, Noël présent, Noël futur? Généralement, Noël passé, c'est un enfant dans la lumière. Noël présent, c'est un gros bonhomme Père Noël avec une couronne de gui, puis Noël futur, c'est la mort, finalement. Et celui des Muppets, c'est mon fantôme de Noël présent préféré. Je suis bien d'accord avec toi, il est gros, ce style marionnette, que c'est un doux dans un costume que je sais pas comment ils contrôlent la bouche de cette affaire-là. Je veux dire, c'est un masque, c'est comme un costume de mascotte, mais la tête est animée, là, puis il regarde Scrooge à bonne place. Là, je sais pas comment pas comme Jar Jar Binks, là, il se regarde vraiment dans les yeux. Là. Et en tout cas, c'est bien intéressant, le Noël des Muppets, je vous le suggère. Sinon, je me suis tapé, mon Dieu, Christmas Carol de 1974, le musical. Et très intéressant, cette version-là. Je l'appelais, moi, le Willy Wonka des versions de Scrooge. Il y a comme un petit peu quelque chose de Charlie et la chocolaterie originale des années 70, comédie musicale. Tout est une toune, tout est une fucking toune. Puis à un moment, je veux dire, ça devient un running gag à quel point je bord. Laisse-moi deviner, Scrooge. T'as vu, tu ressens une émotion. J'imagine que ça va être le moment de chanter une autre petite toune qui sert à rien. C'est ça l'affaire. Il y a tellement de tounes dans cette version-là que la plupart d'entre elles servent à sweet vocal, à part t'expliquer un état d'esprit qui était bel et bien clair. Scrooge est en train de pleurer. Il a de la peine. Inutile de me l'expliquer avec une toune. Il y a des affaires intéressantes dans cette version-là, entre autres. Genre, le fantôme de Noël futur est plus court. Et ils ont rajouté une scène où Scrooge se ramasse en enfer et il est accueilli par le fantôme de Jacob Marley là, au début avec les chaînes. « Je traîne celles que tu as forgées toi-même pendant ta vie. » Et
voilà, il est en enfer et tu te rends compte que la punition de Scrooge, ça va être de passer l'éternité dans un bureau qui n'est pas chauffé, à être l'assistant de Lucifer à la place de Bob Cratchit, qui est son assistant et qui a froid parce qu'il ne veut pas mettre de charbon. Puis c'est une punition ironique. Puis là, t'as des démons qui arrivent avec la chaîne de Scrooge parce qu'il était trop occupé à faire la chaîne de Scrooge pendant le film, même si techniquement le fantôme de Jacob Marley a dit que Scrooge a fait lui-même sa chaîne, en tout cas, de son vivant, là, mais en tout cas, ceux-là, j'encule des mouches, là, mais c'est ça, les démons, c'est 5 dos dans le chest avec des cagoules. Et c'est la vibe bondage est vraiment intéressante. Parce qu'à voir la version de 1974, c'est le Scrooge que j'ai le moins aimé pour le setup de Christmas Carol que j'ai possiblement le plus aimé à voir. Sinon, OK, le dernier, puis ça, c'est mon préféré de tous les Scrooge et mon Dieu, je ne peux que le suggérer. La version de Robert Zemeckis avec Jim Carrey. Moi, déjà, Beowulf de Robert Zemeckis, le conte viking, qui est un peu un test, j'ai l'impression, pour son Christmas Carol en animation. C'est un de mes films de Noël préférés. Mais la version de Robert Zemeckis de Scrooge, selon moi, c'est la plus complète. C'est celle dans laquelle on retrouve le plus d'éléments du livre, celle où ces éléments-là sont le mieux exploités, ou du moins visuellement, c'est le plus... c'est le plus effarant, c'est le plus dynamique. Ça se voit que c'est un film qui a été fait à l'époque où on faisait juste des films, on faisait des films en 3D pour le cinéma, parce qu'il y a vraiment une coupe d'effets où ils sont comme « Hey, toi, qu'est-ce que tu veux? Oh, on pourrait presque toucher au doigt du personnage si seulement il n'était pas crissement en 2D dans mon écran. » Ça se voit qu'il y a une coupe de scènes qui était designée pour être en 3D, mais mon Dieu, les panoramas sont fantastiques, les costumes, l'immersion, justement le Londres victorien de cheminées noires. Jim Carrey, mon Dieu, Jim Carrey en motion capture dans le rôle de Scrooge là-dedans, c'est pas mal le Scrooge ultime. C'est pas mal, en tout cas, à mon humble avis, la meilleure take de Scrooge, la plus Dickens, la plus fidèle à ce que ce personnage-là est censé être. Puis les designs de fantômes aussi, parlons-en, les designs de fantômes sont chouettes. Le fantôme de Noël passé, c'est une chandelle. C'est comme une espèce de spectre en chandelle parce qu'il émet de la lumière, puis en tout cas, le design est intéressant. Celui de Noël présent, mon Dieu, qui vieillit au fur et à mesure que la soirée avance. Puis ça, c'est correct, c'est comme ça dans la version originale, mais en tout cas, il meurt à minuit, puis il se désintègre en poussière, ne laissant que son squelette. Là, je vais dire, ouais, regarde, OK, c'est bon, Robert Zemeckis, ça va être celle-là ma version préférée, là, le squelette du fantôme de Noël présent. Et Noël futur, qui est juste une ombre dans ce film-là, qui est constamment juste une ombre plaquée contre un mur. Et c'est les jeux d'éclairage qui font changer la position de la main de la faucheuse en ombre projetée. Et c'est très, très cool. C'est ma version ultime de cette affaire-là. Je vous le suggère cette année, si vous voulez vous en taper un, le Christmas Carol de Robert Zemeckis. Ah oui, puis OK, avant de finir, une dernière affaire, j'ai écouté Scrooge hier, la version de Richard Donner. Richard Donner avec, Bill Murray. Ouais. Et je veux pas faire un sacrilège de Noël, mais j'aime pas Bill Murray. Je suis malheureusement de ces gens qui est un Scrooge de Bill Murray. Je trouve que tout ce qu'il fait, c'est crier. Et c'est ça dans ce film-là. C'est Bill Murray qui crie, qui est un personnage pas vraiment attachant, même après qu'il y ait son changement. En tout cas, Bill Murray, là, dans celui-là, joue... Excuse-moi, je suis en train de buster mon temps, là. Non, ça va. J'ai écouté tellement de fucking Scrooge, man. Faut que je vous parle de celui de Bill Murray. Celui-là, il est encore plus méta que celui des Muppets, parce que là, dans celui-là, c'est un reboot, en tout cas, c'est un remake, là. C'est Bill Murray qui joue un producteur de télévision qui est en train que son gros projet pour Noël, c'est de monter une version live de A Christmas Carol. Ça fait que lui, il vit des hallucinations de fantômes de Noël au fur et à mesure qu'ils sont en train de faire le live à la télé de Christmas Carol. Fait que tous les points de référence à l'histoire originale qui sont suggérés au fur et à mesure que c'est en train d'arriver dans l'émission de télé qu'ils sont en train de monter.
ça, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça très clever de faire ça, de faire ça méta comme ça. Le design des fantômes, très, très chouette. Fantôme de Noël passé, qui est une espèce de conducteur de taxi de Noël avec un gros cigare qui voyage dans le temps. Je me dis, OK, ouais, d'accord, c'est beau, j'achète cette affaire-là. Fantôme de Noël présent, qui est une espèce de comédienne un peu dingo qui jouait une espèce de fée des étoiles dans un programme qui passe plus, puis ça j'ai aimé ça. Elle fait des transitions en tapant sur Bill Murray. Elle est toujours en train de se donner des coups de poing ou des coups de grille-pain. Ouais, elle fait très fée des étoiles de centre d'achat cheap de région. Oui, exactement. Mais notons une fois de plus que elle va tendre là, Nestor. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas besoin de ça. J'ai un problème de chat. Et Noël futur, qui est effectivement la faucheuse, sauf que là, à la place du visage de squelette, elle a un écran de télé qui reflète au Scrooge les traits de sa personnalité qui sont, d'ailleurs, excusez-moi, diaboliques de A à Z. Ce gars-là, c'est un sociopathe violent qui met des employés dehors à Noël. D'ailleurs, c'est ça, il y a un de ses employés qui revient avec un shotgun pour le tuer. Toute cette finale-là est bizarre. Mauvaise foi, là. C'est ça que je reproche à ce film-là. Mauvaise foi de A à Z. Scrooge est trop Scrooge. Il est trop diabolique. Puis même quand il y a son changement de personnalité à la fin, t'es comme « Ouais, mais non, t'es comme le même gars, mais qui a sauté un fusible dans le mauvais sens. » Là, c'est bien l'ami du gars avec un shotgun qui s'est fait licencier à Noël, qui maintenant décide de l'aider en tenant en otage les gens dans la régie, c'est ça. Là, puis il pointe une des femmes avec son shotgun en disant « Chante une toune de Noël, ça va être le fun! » Il des tresses, puis on est censé trouver ça drôle. Je suis comme « Non, c'est vraiment... C'est terrifiant de Noël. Guys! » Puis c'est vrai, tu as sa blonde aussi, qui en fait, son love interest, qui est Marion dans Indiana Jones, qui, elle, est la seule personne... En fait, c'est drôle parce que moi, j'aime pas Bill Murray pour ces raisons-là, parce que je le trouve obnoxious, puis j'ai l'impression que c'est la seule personne qui est immunisée qui est immunisée contre le personnage de Bill Murray. On dirait que peu importe à quel point il est asshole, elle est toujours en train de faire « Oh, mais voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu es grincheux pour Noël? Pourquoi cette mauvaise attitude? Je ne comprends pas. Je continue à te regarder avec des yeux pleins d'émerveillement, mais... » Là, il vient de licencier du monde à Noël, puis crier après des comédiens sur un plateau de tournage, puis menacer des... Il menace un enfant, il menace un quai dans le tenant à bout de bras. En tout cas... Voilà, je trouve ce film d'une absolue mauvaise foi et je vous le déconseille. Ça m'a rappelé à quel point je ne blaire pas Bill Murray. Parce que tout ce qu'il fait, c'est ça dans les films. Crier et être obnoxious, puis tout le monde l'aime et je comprends pas pourquoi. Fin. J'aime tellement ça écouter sa voix. C'est comme ta voix, Charles, c'est comme... Parle-nous encore plus. C'est gentil, mon Dieu. Oui. Dans votre cas, vous, on a dit les mopettes de Noël pour toi, Josiane. Julie, je t'ai pas entendu. C'est quoi ton Scrooge préféré? C'est sûr que moi, le premier que j'ai vu, c'est les mopettes. Mais c'est pas un film que j'apprécie. C'est parce que c'est trop noir. Puis tu sais, moi, les mopettes, là, tu sais, même la direction photo de mopettes de Christmas Carol, c'est très noir. Il y a beaucoup, tu sais, la direction photo sur ce film-là est très noire. Beaucoup dans les teintes de bleu, c'est très sinistre, tu as raison. Il y a quelque chose de très froid dans la réalisation. C'est froid, puis moi, je suis habituée de voir, mettons, justement, les mopettes, que c'est très bleu, très rose, très jaune, des couleurs super éclatantes. Puis là, on arrive dans un... Moi, je vois mes mopettes dans autre chose, puis je suis comme, non! J'accepte pas ça. J'accepte pas cette convention-là. J'accepte pas que les mopettes, ça soit sombre puis que ça soit des fantômes en plus. Puis, tu sais, il y a des scènes qui font peur. Puis comme même Scrooge de Jim Carrey, mettons, il ressemble un peu au monsieur à l'appel de Home Alone. Tu sais, il est un peu le même personnage. C'est la même chose. Il fait peur. On voit pas tout le temps ses yeux. On voit pas... Tu sais, il fait peur. Il cache un passé trouble. Puis moi, ça lui a donné une physionomie très cambrée aussi, très recroquevillée. Exactement, puis très sombre. Puis pour moi, c'est pas ça Noël, OK? Mais c'est correct, je comprends, parce qu'en même temps, il y a comme toute une réflexion sur une vie complète qui se passe dans ces films-là qui sont... C'est très deep, là. Je veux dire, c'est des films Justement, la morale du film, c'est que c'est pas ça Noël. C'est non, Scrooge, c'est pas ça Noël. mais ça reste très... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de sketch, puis il n'y a pas de quelqu'un qui est pris dans un grenier. Puis moi, je suis comme, c'est pas drôle. C'est pas drôle pour moi.
Ben, c'est pas Non. ultra drôle, mais ça devient tellement lumineux. Moi, je trouve, tu sais, maintenant, dans les mopettes, je me rappelle quand j'étais petite, ils me faisaient peur, là, les associés marlés de Scrooge qui arrivaient avec des chaînes. Tu sais, c'était comme épeurant, même si c'était des mopettes. On n'a pas l'habitude d'avoir peur des mopettes. Mais je trouvais justement que ça m'amenait ailleurs. Moi, ça m'a déstabilisée. J'ai embarqué dans la surprise. Puis la fin est tellement belle quand Scrooge, il se met un foulard rouge puis que tout est éclatant puis il donne de l'argent pour qu'une mopette aille acheter une dinde. Pour moi, il n'y a rien de plus. Wow! Est-ce que Michael Caine chante mieux dans la version française? Parce il que chante pas dans la très version... bien, hein? Puis il danse comme ça. Il n'a pas l'air d'aimer les mopettes. Michael Caine, c'est pas Scrooge, c'est Michael Caine qui n'a pas vraiment l'air de trouver que c'est du nonsense. Détail intéressant d'ailleurs à mentionner, dans un film justement comme Les Mopettes de Noël, il aurait pu faire des fantômes de Noël passés, présents et futurs, des personnages des Mopettes que tout le monde connaît. Ils n'ont pas emprunté cette route-là. Ils ont fait des marionnettes originales pour chacun des fantômes de Noël et je pense que c'est ma version préférée de ces fantômes-là après celle de Robert Zemeckis. Les designs de marionnettes qu'ils ont créés pour les fantômes de Noël sont très, 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 très cool. Ouais. Très, très chouette. Parfait. Celui de Noël passé, qui est une espèce de genre d'enfant fantomatique, éthéré, baigné de lumière, celui de Noël présent dont on parlait. Puis aussi, la mort de Scrooge, enfin oui, c'est bel et bien la mort de Scrooge, mais en tout cas, la mort du Noël des Muppets, c'est drôle, ils l'ont rendu juste suffisamment grotesque pour qu'un personnage aussi lugubre dans sa définition même passe dans un film pour enfants. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment clever du design de rendre la mort juste suffisamment ridicule pour que ce soit pas complètement terrible. Parce que j'aimerais vous rappeler que c'est ça la morale du film, encore une fois. C'est la faucheuse qui fait Scrooge. Voilà ce qui t'attend. Oh, non. Gentil maintenant, promis. Ne me tuez pas. J'adore. Non, mais c'est très lugubre. Là. Il y a de quoi de c'est vraiment pas un conte pour enfants. C'est un conte pour des adultes troublés qui croient plus à Noël. C'est pas... Moi, en tant qu'enfant, ça me rejoint pas en tout. Puis j'arrêtais, mettons, ben là, je suis plus un enfant, je peux plus dire en tant qu'enfant, mais tu sais, moi, je pense que je dépassais pas le 24 minutes. Dans le sens que je regardais 24 minutes, je me suis jamais rendue au bout avec le foulard rouge. Là. Que tu parles, Josiane. Moi, j'arrêtais quand il y avait comme le fantôme avec cette espèce de grande chaîne qui faisait peur avec les bruits. Moi, j'arrêtais là. Voyons donc, je ne peux pas aller plus loin. Non, j'avais trop peur. Personnellement, je fais une petite digression sur les mopettes, mais Waldorf et Statler, qui sont les deux vieux fantômes de Marley, c'est mes mopettes préférées à vie. C'est juste deux vieux hommes au balcon qui font juste bitcher tout ce qu'ils voient. C'est deux versions de Serge Denoncourt dans un balcon qui envoient de la merde à tout le monde, mais qui feront rien. J'adore! C'est le concept préféré des mopettes de beaucoup de personnes, ces deux vieux styles-là. Je les adore. J'ai pas écouté beaucoup de mopettes, là, mais en tout cas, l'année dernière arrivée, j'ai fait OK, d'accord, c'est beau, ça va être les deux vieux tabarnak, le fantôme de Jacob Marley. OK, d'accord, c'est bon, here we go. Let's go, mopettes de Noël, bring it! Ben, là-dessus, on va faire une petite pause. Puis au retour, on va discuter des films qui sont pas des films de Noël, mais qui sont le fun à regarder à Noël. On vous revient tout de suite. Allô, un petit mot pour vous remercier d'être là, d'être présent semaine après semaine, de construire la communauté de ce podcast-là. Je l'ai parti sur un coup de tête pendant le confinement. Je pensais pas faire plus que 8 épisodes, ben honnêtement. Puis ça dure, je trouve ça super cool. Vos commentaires, vos suggestions de films sont toujours très cool, pour vrai. Si vous pouvez me faire un petit cadeau pour Noël, c'est très simple, c'est d'aller mettre 5 étoiles sur iTunes, sur peu importe la plateforme. Je sais même pas ce que vous utilisez. En tout cas, faites-le, commentez, partagez, parlez-en à vos amis, ça va me faire super plaisir. Là-dessus, on retourne à l'épisode avec mes invités formidables. De retour à On jase de films de Noël avec mes super invités, Julie Beausoleil, Josiane Aubuchon et Charles Beauchesne. Encore une fois, merci énormément de participer à ce podcast-là. Je ressens la magie de Noël faire grossir mon cœur comme le Grinch.
Je considère que souvent, à Noël, j'ai été moi-même un Grinch et je sais pas pourquoi cette année, j'avais envie de célébrer. C'est l'année où est-ce qu'on peut pas voir personne et c'est l'année où j'ai le plus envie de fêter. Hey, attends, est-ce qu'on est un peu les fantômes de Noël? Oh! Est-ce que c'est Vous êtes petit un peu peu ça mes qui est fantômes. en train de se passer? Je suis un peu Scrooge. On va te transformer. Mais Noël, c'est aussi l'occasion pour plusieurs de se retaper ou de revoir des films, beaucoup de plaisir coupable des fois. C'est la saison où il y a ciné-cadeaux, il y en a pour qui ça va être l'occasion. T'en parlais, Charles, de regarder Lord of the Rings, Le Hobbit. C'est quoi vos films qui sont pas à proprement parler des films de Noël que vous claquez à chaque année? Allez-y. Bon, Moi, je vais en revenir avec ce que j'ai dit un petit peu plus tôt pour faire suite à ça. Un de mes films de Noël préférés à moi, c'est la trilogie du Hobbit Ouais. de Peter Jackson. Le Seigneur des Anneaux aussi, mais je sais pas pourquoi. Tout le monde a détesté cette série de films-là, mais j'ai une place dans mon cœur pour la trilogie du Hobbit. C'est Mon Dieu, c'est quétaine, c'est crinqué dans le tapis, les personnages se peuvent pas, c'est des gros personnages fantastiques, des grosses faces de Ouais, j'ai l'impression que c'est un autre film, le Hobbit, qui aurait pu être fait avec des mopettes puis ça marcherait autant. Oui, il y a quelque chose de très genre, Willow, de très mopette, je ne sais pas comment l'expliquer dans le Hobbit. Et c'est, je sais pas, man. Moi cette trilogie de films-là, dans le temps des fêtes, me rend heureux. C'est trop sucré à l'image de Noël. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, que j'ai adoré, by the way, là. Mais le Hobbit, c'est plus Noël encore parce que c'est Le Seigneur des Anneaux trop sucré, Ouais. avec des bobites, des péripéties en CGI qui se peuvent absolument pas. Puis Bilbo porte une robe de chambre là, un peu noëlesque là, à un moment donné. Là. Je pense que le Hobbit, c'est un film de Noël. Et ça se... En tout cas, non, c'est bon, je vais encore vous proposer de faire de la drogue à Noël. On voit tes plans du 25 pour faire de la drogue à Noël. Voilà, j'ai conclu mon plaidoyer. OK, ben moi, je trouve que c'est une très bonne suggestion parce que moi, j'ai pas du tout... je les ai pas vus, tous ces films-là, Le Seigneur des Anneaux, puis toutes ces patentes-là, mais là, tu as dit Willow, ça m'a allumé quelque chose, fait que tu vas peut-être me convaincre d'aller voir. Il y a quelque chose de très Willow dans le Hobbit, mais le Hobbit seulement. Oh, et d'ailleurs, le making-of de cette série de films-là est presque aussi intéressant que le film en tant que tel. Moi, j'ai comme les DVD, là, fait qu'ils viennent avec genre 6 heures de making-of de ce film-là. Et c'est un film à part entière que Peter Jackson n'avait pas envie de le faire. Et c'est très... Non, c'est ça. C'était Guillermo del Toro qui devait les faire, je crois. À la base, et là, c'est le studio qui ont fait comme Peter, peux-tu faire les trilogies du Hobbit, s'il te plaît, là, tu vas tellement bien. C'est ça, c'est Peter Jackson de A à Z dans ce film-là qui fait OK, on va il amène des Gandalf, là, tiens, il y a une McKellen de grosse barbe, mais oui, la même affaire. Et ça me fait comme plaisir de savoir que c'était ça l'énergie qui animait. Là. OK. J'ai conclu mon plaidoyer. Bon, ben moi, d'abord, je vais y aller. Moi, en fait, c'est drôle parce que c'est deux affaires qui se rejoignent. En fait, j'aime bien écouter le film Billy Elliot. Oui. Le film, en fait, du début des années 2000, là, je pense. Puis que dans le fond, c'est un jeune garçon qui est dans un foyer avec... Ben, un foyer. Il habite avec son père, sa grand-mère, puis son frère. Dans le fond, sa mère est décédée. C'est des ouvriers. Ça va pas bien, pas d'argent, ils sont pauvres. Il y a une grève de travail avec les mineurs, puis tout ça. Puis lui, il est poussé à devenir vraiment un petit boy, là, à faire de la boxe, mais là où il va prendre des cours de boxe, il voit aussi qu'il y a des cours de ballet. Puis en fait, il devient un petit gars qui se met à triper sur la danse, qui devient passionné. Puis là, il y a plein d'obstacles parce que sa famille n'est pas pour ça, puis tout ça. Puis il y a plein de belles scènes où on le voit, en fait, danser, s'exprimer. On comprend qu'il vit sa douleur, qu'il vit... quand il y a de la peine, il se met à danser. C'est vraiment beau. Moi, c'est un film qui me plaît beaucoup parce que en général, les gens qui ont une passion dans des films et qui réussissent à la vivre, ça me fait brailler. Ouais. Des gens qui réussissent, ça me fait brailler. Je pense que
je fais un lien avec ma propre vie là, de fille qui a grandi sur une ferme, puis qui a eu des envies de faire de l'humour, puis tout ça, puis du théâtre, puis que c'était pas facile. Puis là, quand je vois des gens qui réussissent, ça me touche. Fait que pour Noël, j'aime ça écouter ce film-là. Je trouve ça touchant. Comme je vous le disais, je suis plus vulnérable au temps des fêtes, plus émotive. Fait que là, j'embarque full pin là-dedans, puis je broille. Puis ce qui est beau dans ce film-là, c'est qu'il y a un gros lien avec le Lac des Cygnes. Puis pour moi, le Lac des Cygnes, l'œuvre de Tchaïkovski, le grand ballet, ben, c'est aussi un film qui jouait quand j'étais jeune à Ciné-Cadeau. Puis pour moi, j'ai découvert le Lac des Cygnes. Animé japonais? Exact. Oh my fucking God, Josiane! Je suis content que quelqu'un se souvienne de ça au Québec. Ben voyons, Charles, ben voyons. Moi et toute ma famille, on s'en souvient. C'est tellement bon. Ce film-là jouait à Ciné-Cadeau. Je ne sais pas pourquoi Ciné-Cadeau l'a retiré, mais la musique, moi, j'ai vraiment découvert la musique du ballet grâce à ce dessin animé-là. Et ça me transporte. Je trouve ça sublime. Depuis, j'ai eu la chance d'aller voir les grands ballets. J'ai vu 2 fois des ballets faire le Lac des Cygnes. C'est sublime, c'est beau, ça transporte. Puis le dessin animé était vraiment excellent. Tu sais, pour moi, là, la princesse transformée en cygne, puis là, elle tombe amoureuse d'un prince, puis là, la nuit, elle redevient la princesse. Mais là, tu sais... La peur du méchant principal qui se transforme en oiseau ou en chat, si je n'abuse. J'avais la petite sorcière. En chat, c'est ça. Est-ce que je suis bon dans un drame bleu, là, je me rappelle. Tu sais, pour moi, écouter le Lac des Cygnes, le film, l'animé, j'aime ça faire ça pendant Noël, même si ça parle zéro de Noël. Puis, dans Billy Elliot, où le gars découvre, dans le fond, le ballet, il y a la trame sonore, il y a la grande pièce connue du Lac des Cygnes. Fait que pour moi, c'est comme ça merge de tout ce que j'aime des films qui ne sont pas de Noël, mais que j'écoute à Noël. Fait que je trouve ça bien beau, puis je vous conseille tout ça. Mais c'est ça l'esprit de Noël. Make it happen. Tu veux de la magie dans ta vie, crée de la magie autour de toi. Tu veux réussir quelque chose, crée-le pour toi-même. Et je pense que c'est ça qui est connexe dans ce que tu énonces. On aime déjà pour les mêmes raisons, Josiane, Caroline. Il faut qu'on réveille ensemble. Mais je le sais, écoute donc. Puis ce qui est beau, là, c'est que dans l'univers collectif, là, les gens doivent se dire Josiane Aubuchon, c'est quelque chose, Charles Beauchesne, c'est quelque chose, mais finalement, c'est la même affaire. C'est la même entité. Julie, c'est quoi ton film? Écoute, c'est beaucoup moins inspirant, je vais le dire franchement. Mais c'est juste que, comme, tu sais, moi, Noël, c'est la magie romantique, tout ça. Puis moi, j'ai un grand kick cinématographique, un acteur que j'apprécie beaucoup, qui me fait rire, qui a un nez croche, Owen Wilson, qui est blond et tout le temps en chest, je sais pas trop. Puis, ben, tu sais, c'est comme version Matthew McConaughey, mais comme pas beau. Ben, en tout cas, moi, mais j'aime son... Ouais, j'aime son côté. Exactement, tu sais, il est pas très beau, mais mon Dieu qu'il a des belles dents, puis tu sais, il est capable d'être drôle, puis c'est sûr que le Wedding Crasher, je vais regarder ça dans le temps des fêtes, je vais regarder Toi, moi et Dupré, je vais regarder Drill Bit Keller, je vais regarder tous ces petits films-là qui des fois peuvent faire une petite apparition comme L'autre belle famille, il joue là-dedans, mais comme mini apparition. J'adore son énergie, il a l'air d'un Golden Retriever comme qui fait des pipis partout. Moi, j'adore cet homme. Comme dans Marley et moi. Oui, exactement, Marley et moi, exactement. Il a l'air du chien de Marley et moi. Oui, c'est triste, tout ça, mais il est attachant, puis j'ai envie d'être son ami, puis tu sais, des fois, j'aimerais ça être Owen Wilson aussi. Plus. Mais The Wedding Crasher, là, tu me fais penser que c'est le genre de film que j'aime bien écouter aussi pendant Noël, mais moi, tu vois, moi, j'adore Owen Wilson, mais je suis un peu team Vince Vaughn. Moi, je préfère le grand brun. Puis quand Vince fait danser des filles à des mariages, je suis genre... moi, je suis tellement allée dans tellement de mariages dans ma vie qu'à un moment donné, j'avais vraiment le projet de devenir Wedding Crasher. Là. J'avais comme des passes. Tout le monde m'invite à son mariage. Fouille-moi. Je crée la magie du mariage. Puis je rêve tout le temps d'arriver dans un mariage puis de croiser un Vince Vaughn qui va me faire danser. Oui, mais il a l'air sale, non? En tout cas, moi, je sais pas. Lui, je le trouve plus sale. Plus sale? Je sais pas, je trouve qu'il a l'air comme... Tu sais, de pas prendre soin de lui.
Revenir, puis Vince Vaughn a l'air sale. Là. On parlait d'Owen Wilson, ça a dérivé vers Vince Vaughn, qui est le crush de Josiane. Mais Josiane... Non, mais moi, c'est bizarre, mais en même temps, mon ancienne coloc te dirait que je peux mouiller là. On dirait que peut-être qu'il y a des gars sales qui m'attirent, je ne sais pas. Mais non, mais moi, Vince Vaughn, hey, là, il est super bien mis, il crush des mariages, puis il fait danser des filles. Il est pas sale, moi. Non, mais OK, correct. Mais Owen, moi, c'est parce que je trouve que c'est le temps lui qui est jamais pris en premier. T'sais, comme moi, je suis comme, je suis un peu un Owen Wilson. Il est jamais, il est gaffeur, mais il est tellement cute, il est maladroit, mais il est niaiseux. J'adore cet homme. Bravo. Je l'aime aussi, je l'aime. Je suis un peu une espèce de Owen Wilson. Mais... On sort pas tous les jours. Hein? Effectivement, mais oui, je peux comprendre. Là. Dans tous les films qu'on voit, il joue tout le temps Owen Wilson. Il n'y a jamais de rôle autre qu'être Owen Wilson. Je veux dire, il m'a jamais ému. Là, il n'a jamais été autre chose que ça. Puis c'est ça. Moi, son énergie de OK. Oui. Puis ils ont même réussi à en faire un char de course qui est Owen Wilson dans Cars. Oui, dans les bagnoles. Exactement ça. Oui, mais tu sais, ça reste... C'est tellement Owen Wilson. Oui, c'est ça. C'est le gars qui fait juste dire « Wow! Wow! » C'est juste... Puis même, tu sais, dans Zoolander aussi, j'arrête ça. Ouais. Je dirais, il fait rien d'autre à part être beau, des fois un peu gaffeur, très puis surfeur. avoir des filles. Ouais, surfer. Ouais, surfeur. Mais il fait bien, en tout cas. Il fait bien le lui-même. Ouais, mais Josiane, je veux juste dire, si un jour je me marie, je veux que tu animes mon mariage. Oui. C'est officiel, c'est lancé. Je veux que tu sois là pour crasher le mariage et animer avec toute ton énergie. Je vais être là, Guy, je vais être là. Anyway, on connaît tellement de gens en commun que si tu finis par te marier, c'est clair que je vais finir par y aller. Là, personne interposée d'invitation. Pour vrai, je suis allée à plus de mariages que la majorité des êtres humains. Fait que je suis faite pour aller dans tes noces. Wow! Hey, ça coûte cher aller faire des mariages, par exemple. Je m'excuse. Ça finit plus, là. Mais moi, j'ai investi. Vous pourriez vous marier à la mairie aussi. Et regarde, on jase, là, de même. Là, c'est pas le prix que tu mets sur le mariage, c'est le mariage, en fin de compte. C'est toutes ces belles années à passer ensemble, non? C'est un peu comme Noël. Tu fais ton propre bonheur. Ah, c'est que j'aime ça. Vous avez enfin compris. Mais c'est le jour de Noël, monsieur! Dans mon cas, si je peux y aller avec mes suggestions de films qui sont pas des films... En fait, il y en a un qui se passe à Noël, mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'aime regarder ce film-là à Noël, mais c'est Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai un bonheur à regarder Tom Cruise aller dans des orgies masquées à Noël. C'est drôle! Ou être confronté à un homme qui est comme, tu vois, cette femme, elle a 14 ans, tu pourrais la baiser. Puis Tom Cruise est comme, non, je préfère pas. J'ai jamais vu Eyes Wide Shut. C'est quoi la prémisse, au juste? C'est Nicole Kidman qui dit à Tom Cruise, j'ai déjà fantasmé sur un capitaine de bateau, et Tom Cruise qui part en rampage à New York pour se trouver une occasion de baiser. Ouais, c'est bien résumé. Ah, barnac! Et c'est des scènes de Tom Cruise et Nicole Kidman qui fument des gros battes avant de fourrer en se regardant dans le miroir, mais ils regardent eux-mêmes dans le miroir, ils ne regardent pas l'autre. Oh, wow. C'est fucké. Mais c'est fucké en tact, t'aimes ça écouter ça à Noël. Mais ça se passe à Noël, il y a des lumières de Noël partout, il y a des sapins de Noël, mais c'est hyper froid. Mais je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose que j'aime dans... Parce que ça reste quelqu'un qui veut, encore là, créer son propre bonheur et se faire lui-même à Noël. Je sais pas, mais mon autre film que j'aime voir à Noël, qui est aussi un choix un peu étrange, c'est Castaway de Robert Zemeckis, qui évidemment a fait aussi A Christmas Carol. Mais, quelque chose de Noël, mais c'est un peu un film de Noël, Castaway. Ça commence à Noël. Oui. Ça commence à Noël, puis avec sa blonde, il part à Noël, je crois, en avion. C'est là que son crash d'avion. Mais encore là, je sais pas, Tom Hanks seul sur une île avec un ballon Wilson. Je trouve qu'il y a quelque chose à Noël, ça. Des trucs comme Gasbar Blues, même, là, tu sais, ça, c'est très familial. Il est très, très Télé-Québec, ça. Très ciné-cadeau, 27 décembre. Là. Ouais, je suis bien d'accord, Gasbar Blues. Ouais, c'est des films qui sont le fun à voir. Je sais pas pourquoi, dans le temps des fêtes, ça... Familial. Ça te rappelle la famille, ça te rappelle cet oncle. Cet oncle. Et oui. Non, c'est pas cet oncle, c'est 16 oncles.
Donc voilà. On va ben oui, sur ce malaise de Eyes Wide Shut, je vais conclure l'épisode. Merci infiniment à vous d'avoir fait cet épisode-là. Josiane, Julie, Charles, merci infiniment. Je vous le dirai jamais assez. Je vous souhaite un très joyeux Noël. On est le 25 décembre aujourd'hui. L'épisode sort le 25. Donc, un très joyeux Noël. Joyeux Noël! Aux auditeurs... Comment? Dieu bénisse tout le monde. C'est la réplique de Tiny Tim, c'est dans Scrooge, oublié ça. Joyeux Noël à tous les enfants de la Terre! Oh. Voilà! Voilà. Et aux auditeurs, ben merci d'être à l'écoute, merci d'être là. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite évidemment la santé parce que ça va être important l'année prochaine. Je vous souhaite des vaccins. Je vous souhaite l'amour, la paix, de décrocher. Prenez le temps de faire toutes les affaires que vous aimez le plus. Là. Prenez le temps de créer de la joie pour vous et pour les gens autour de vous par la même occasion. C'est le meilleur Noël pour faire ça. C'est ça, que ce soit faire un sapin ou du buvard, faites ce que vous voulez à Noël, puis soyez bien avec vous-même. Vous voulez. D'ici là, si les gens veulent suivre votre travail, où est-ce qu'ils peuvent aller, Josiane? Les gens peuvent me suivre sur ma page Josiane Aubuchon sur Facebook, Aububu sur Instagram. Puis, on est le 25 décembre, mais s'il y a des gens qui ont envie de magie de Noël parce qu'ils n'ont pas l'impression d'en avoir assez savouré jusqu'à maintenant, je vous conseille d'écouter mon podcast qui s'appelle Le Calendrier de l'Avent. Vous pouvez le trouver sur Spotify, Apple, Google Play, toutes ces patentes-là. C'est 24 épisodes vraiment festifs, une vingtaine de minutes pour découvrir la magie de Noël avec des sujets sans filtre et des invités incroyables tels que Charles Beauchesne. Voilà. Qui a parlé de ciné-cadeau. Très bel épisode. Julie, dans ton cas? Julie, sur Instagram, juliebeausoleil.tv ou sinon, vous pouvez regarder le bye-bye. Je suis auteur-sauteur. C'est tout le temps le fun. Oui, bravo. Regardez le bye-bye ou sinon, les autrices sur Facebook, on a un podcast qui s'en vient avec des sketch qui va sortir en janvier. Fait que ça va être vraiment le fun. Cool. Hey, je veux pas que tu dises, parce que je sais que tu peux pas dire grand-chose sur le bye-bye, mais allez-vous parler de la COVID? Non, je sais pas. Merci, garder le secret intact. Charles, les pires moments de l'histoire, saison 2, 3? 3, oui. De retour pour une 3e saison sur Urbania, puis en fait, toutes les plateformes en ce moment-là, iTunes, Spotify et compagnie, là, puis ça va être sur audio aussi quelque part en décembre, mais je ne peux pas vous suggérer de l'écouter sur audio, c'est juste que c'est la version censurée, fait que écoutez-le sur les autres plateformes, c'est le Director's Cut. Voilà, c'est à quoi vous allez avoir droit. Sinon, si vous voulez me suivre, Charles Beauchesne sur Facebook, ma page artiste, et Sinistre Charles sur Instagram, je poste des dessins et des bâtons de gosse de même. Excellent. Là-dessus, avec Josiane Aubuchon, Julie Beausoleil et Charles Beauchesne, on a jasé de films de Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël, les amis! Joyeux Noël!